Bonsoir et bienvenue à la table ronde Time to Talk About MS. Notre sujet du jour est l'amélioration de la prise en charge des patients qui vivent avec une sclérose en plaques et je suis entourée ce soir de différents intervenants que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Avant tout, je vous invite à bien vous installer confortablement chez vous pour nous suivre dans de bonnes conditions et je vous donne quelques petits détails pratiques pour bien commencer cette soirée. Alors, cette table ronde va s'articuler en 4 parties où nous allons aborder différents sujets ensemble et puis nous aurons une session de questions-réponses et une conclusion. Alors, afin de vous donner la possibilité de poser vos questions, vous pouvez utiliser sur votre écran, la partie droite, à la colonne qui se trouve à droite, donc qui est le Q&A, où vous pouvez écrire vos questions pour nous les envoyer. Et bien sûr, nous ne pourrons pas aborder toutes les questions qui seront posées, mais nous ferons une sélection afin de rassembler les thématiques qui se ressemblent le plus. Alors, nous avons la chance de vous avoir parmi nous ce soir. Vous êtes à la fois médecin, patients, mais aussi du public. Et donc, nous allons essayer de vous informer au mieux ce soir avec les intervenants que je vous présente tout de suite. Alors, du côté des professionnels de santé, j'accueille le professeur Vincent Van Pech. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes chef de service adjoint en neurologie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. À vos côtés, j'accueille Coralie Deladrière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue au Chirec Delta de Bruxelles. Oui. Et à vos côtés, nous accueillons aussi Madame Alice Dehaene. Vous êtes infirmière ressources spécialisée en sclérose en plaques et vous travaillez aussi aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Bonsoir. En face de vous, on a la chance d'avoir 2 patients que je vous présente tout de suite. Il y a Sandrine Dispa. Merci Sandrine d'être là. Bonsoir. 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 Et Peter Van Gaal, qui est un patient, mais qui est aussi le managing director d'une société de formation et de coaching. Merci bien. Voilà. Bonsoir. Sans plus attendre, eh bien, on peut commencer nos discussions et j'espère donc que vous êtes bien installés. Alors, première partie de notre table ronde, on va parler de traitement. Et traitement ne veut pas forcément dire médicament. Alors, professeur Van Pech, j'ai une première question pour vous. Comment faire pour guider au mieux le patient vers une prise en charge qui lui corresponde ? Alors, vous faites très bien de dire, c'est une prise en charge et ce n'est pas uniquement le médicament qui compte. Alors, en réfléchissant, effectivement, je pense que c'est très important pour le professionnel de santé de faire la connaissance de son patient, connaître son milieu de vie social, professionnel, familial, ses hobbies, ses projets de vie. Et donc, ça demande une bonne part d'écoute de la part du professionnel de santé. Je pense qu'il faut cerner la personnalité du patient, sa manière de vivre, de gérer, sa manière de comprendre sa maladie et de l'appréhender. Il faut essayer de comprendre aussi, de saisir ses attentes et de créer une véritable relation thérapeutique. Ça se construit au fur et à mesure du temps et ça nécessite qu'il y ait un contrat de confiance qui s'établisse au fur et à mesure du suivi qu'on va avoir avec un patient. Alors c'est important que vous disiez que ça se construit au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'on entend souvent les patients dire que les consultations sont courtes, 15 ou 20 minutes, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour apprendre à connaître le patient et même à connaître son neurologue parce que c'est aussi une relation importante. C'est une relation bidirectionnelle, effectivement, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre le temps, et quand c'est nécessaire, de ne pas hésiter de dépasser les horaires, parce que voilà, les besoins du patient sont là, et on doit prendre le temps d'aboutir à une conclusion lors d'un entretien thérapeutique. Si vous aviez le choix de la longueur d'un entretien thérapeutique, ce serait quelle longueur pour vous, idéalement ? Ça dépend vraiment. Quand on prend connaissance, je crois qu'il faut prendre 3/4 d'heure, 1 heure, idéalement. C'est pas toujours évident dans un contexte hospitalier où nous avons énormément de patients, nous sommes vraiment surchargés de consultations. Mais par exemple, une annonce de diagnostic, je pense qu'il faut vraiment y aller très progressivement et s'adapter un peu aux patients. Et donc ça prend plus que 20-30 minutes. Une discussion de
traitement, soit l'initiation, soit le changement du traitement, c'est un moment crucial dans la maladie. Et ça nécessite aussi une explication, parce que de nos jours, il y a tellement d'options thérapeutiques, il y a différentes possibilités. On doit vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça calmement et de pouvoir avoir ce dialogue constructif avec le patient. On y reviendra probablement un peu plus tard, notamment en ce qui concerne l'annonce du diagnostic, qui est un moment un peu difficile. Alors, c'est important aussi, et je me tourne vers vous, Alice Dehaene, qu'il y ait en relais, justement, du neurologue, une infirmière ressource qui puisse, évidemment, aider dans la prise en charge du patient. Alors, quelle est son importance, justement, de l'infirmière ressource? Eh bien, nous formons vraiment, on peut dire, un binôme entre donc l'infirmière neurologue, ça forme vraiment, on peut dire, un binôme. Et on peut se considérer comme un point pivot charnière entre le patient et l'équipe multidisciplinaire qui gravite, enfin tous les professionnels qui gravitent autour de nos patients, c'est-à-dire par exemple les assistants sociaux, neuro-ophtalmologues, neuro-urologues, les kinés, médecins de médecine physique. Donc pour faire le relais, nous avons aussi un grand rôle d'information pour nos patients et par exemple au moyen de séances d'éducation thérapeutique. Alors on peut, qu'est-ce exactement l'éducation thérapeutique? C'est aider le patient à acquérir vraiment un maximum de connaissances pour qu'il puisse vivre le plus sereinement possible avec sa pathologie au quotidien. Et d'abord au moyen d'un bilan éducatif, donc en posant des questions ouvertes aux patients pour voir comment ça se passe au quotidien, comment il vit avec sa pathologie, mais aussi au niveau professionnel, comment ça se passe, au niveau familial, au niveau de ses projets. Et aussi à l'aide d'un référentiel de compétences, donc en abordant les différentes thématiques que le patient pourrait se poser par rapport à sa pathologie, en l'informant adéquatement. C'est vrai qu'un patient qui est bien informé sera un patient qui va aussi se considérer acteur avec sa pathologie et c'est vrai que les patients peuvent vraiment participer, faire de l'exercice physique, donc de la kiné, eux-mêmes même de leur côté, avoir une hygiène de vie la plus saine possible. Donc le patient peut vraiment, outre le traitement, il peut participer activement donc, dans son quotidien pour que ça se passe au mieux pour lui. Nous avons vraiment un rôle aussi d'écoute, de conseil, aussi de soutien psychologique, tant pour nos patients que pour leurs proches. On essaye vraiment d'établir au fur et à mesure des consultations une relation de confiance, comme l'a mentionné professeur Van Pesch. Oui. Est-ce que tous les patients sclérose en plaques, appelons-les comme ça, sont conscients de l'existence des infirmières ressources? Est-ce qu'ils ont tous accès à ce service dans leur approche? Tous les hôpitaux n'ont pas des infirmières ressources, donc je pense que alors dans ce cas-là, le neurologue doit jouer ce rôle quelque part. Voilà. Ouais, donc non, malheureusement, ça c'est pas encore bien dans assez le développé futur que notre fonction soit vraiment reconnue et que les infirmières soient disponibles dans de nombreux hôpitaux pour aider les patients qui en ont grandement besoin. Ouais. Et alors, ce que nous faisons aussi avec nos patients, ce sont des tests de mémoire, des tests d'habilité avec les mains, des tests de marche. Comme ça, on peut voir aussi l'évolution de nos patients au fur et à mesure des consultations. Et on essaye, quand on communique avec nos patients et qu'on les informe, de bien respecter les phases par lesquelles passe le patient. Oui. Donc, on reviendra sans doute dans la deuxième partie de notre discussion, dans l'accompagnement, justement, suivant la progression et l'évolution du malade. J'aimerais qu'on recentre à nouveau sur le traitement, puisque c'est la première partie de ces discussions. Parce que quand la décision est en faveur d'un médicament, comment le neurologue, justement, peut-il aider le patient à faire le meilleur choix dans les différentes molécules auxquelles il peut prétendre? Comment on fait? Ce n'est pas une question facile, mais clairement, à l'heure actuelle, c'est un choix
en collaboration, on fait en collaboration et avec une information vraiment éclairée du patient. C'est très important ce que vous dites, hein, parce que je ne suis pas certaine, et les patients peuvent peut-être réagir, que ce soit toujours aussi comment je vais dire, automatique pour tous les neurologues d'avoir cette discussion autour du choix du traitement. Oui, mais je pense qu'à l'époque où maintenant il y a vraiment un arsenal thérapeutique important, et il y a du pour et contre, il y a des avantages et des inconvénients, c'est important de pouvoir faire un choix éclairé. Donc la première étape, je pense, c'est d'expliquer correctement, complètement le mode d'action d'un médicament, la balance bénéfice-risque. Je pense qu'il faut pouvoir répondre aux questions quand on est face au patient. Il va avoir des questions tout à fait différentes en fonction de la personne, sur les effets secondaires, sur le mode d'action, sur le bénéfice à court et long terme. Et donc ça, c'est très variable en fonction des personnes, mais il faut pouvoir écouter et répondre. Il faut rassurer. Ces médicaments font peur parfois, bien sûr. Ce sont des immunothérapies, ce n'est jamais dénué de risques, mais il faut pouvoir expliquer aussi quel est le bénéfice attendu de ces médicaments et donc aussi, je pense, laisser un temps de réflexion. Nous ne devons pas imposer un choix thérapeutique. Je crois qu'Alice a bien mentionné, le patient est acteur de sa prise en charge et il est acteur de son choix thérapeutique également. Si un patient choisit en toute conscience et connaissance de cause, il va être compliant au traitement, il va le suivre beaucoup mieux. Et donc, il faut en faire un partenaire, notre patient. Parfois, je planifie un entretien avec l'infirmière pour des informations complémentaires. Et parfois, il faut replanifier un rendez-vous parce qu'il faut laisser ce temps à la réflexion de mûrir, en fait. Est-ce que vous avez vu ces dernières années un changement dans le comportement aussi des patients ou dans les patients les plus récents, les plus jeunes peut-être, dans justement cette, je ne vais pas dire cette confrontation, mais cet appel, cette attente en disant « mais moi j'ai envie de comprendre pour décider avec vous ». C'est quelque chose qui est plus présent aujourd'hui ? Je pense que oui, parce que évidemment voilà, nous sommes à l'ère d'Internet et beaucoup de patients se renseignent déjà par eux-mêmes. Une fois que le diagnostic est posé, nous avons accès tous à des sources d'informations extrêmement variées et donc nous sommes face à des patients qui sont très informés, qui se sont déjà renseignés par divers biais et qui ont des questions parfois qui vont très loin pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de leur prise en charge et du choix thérapeutique. Alors je me tourne maintenant vers vous, Coralie Deladrière, parce que quand le patient préfère ne pas prendre de médicaments, c'est son choix. Comment fait-on pour accueillir cette décision comme il se doit et comment on informe le patient? Parce que c'est aussi très important alors à ce stade-là. Tout à fait. Le problème souvent, c'est que le patient n'est pas disponible à l'information immédiatement. Donc quand le patient vient d'avoir une information par rapport à un diagnostic, par rapport à sa sclérose en plaques, bien souvent, il y a une réaction émotionnelle qui se déclenche. Le patient est plutôt justement dans cette réaction de faire face finalement à cette nouvelle donne qui est la maladie. Et très vite, en fait, le médecin va l'encourager à agir et donc à choisir un traitement. Mais cette disponibilité ne sera pas toujours là au niveau cognitif. La personne doit faire, comme le disait le docteur Van Pech, doit faire son petit bonhomme de chemin, doit vraiment mûrir la question, mais voilà, d'abord de la maladie, mais après du traitement, de quel traitement choisir. Et bien souvent, ça passe par le net, par les forums, par une série d'informations qui ne sont pas toujours, hélas, complètes ou qui sont peut-être aussi un peu biaisées. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, on dit souvent qu'il y a autant de sclérose en plaques que de personnes qui souffrent de sclérose en plaques. Eh bien, une thérapie, donc un traitement sera bon pour un patient, mais ne le sera pas pour d'autres. Et donc, certains patients, hélas, sont plus disponibles, on va dire, pour des réponses rassurantes du genre, avec un régime alimentaire équilibré, une vie en général plutôt saine, eh bien, on peut faire face à la maladie. Et donc, certains patients, hélas, vont aller vers ce genre de démarche, de vouloir d'abord passer par ce côté reprise en main de leur vie et ne pas passer directement par le traitement.
Donc, je pense que la bonne démarche pour les médecins et pour nous en tant qu'infirmières et psychologues de la sclérose en plaques, c'est de donner de l'information aux patients. Un patient qui est informé est un patient qui prend de bonnes décisions, qui comprend sa maladie et qui donc va s'informer, mais à des bons endroits. Donc c'est important aussi, et ça on pourra en rediscuter, c'est d'avoir des endroits, des références finalement valides, donc des sites internet qui soient validés par des neurologues et qui puissent justement être corrects, donc révisés régulièrement avec l'évolution que ça peut avoir. Mais donc vraiment cette information, elle est essentielle, même si les pairs, comme on dit, les autres patients sont essentiels aussi pour s'en inspirer, mais tout en rappelant toujours qu'une personne n'est pas une autre et que donc, la sclérose en plaques ne sera jamais la même que son voisin dans la salle d'attente ou dans des groupes de parole ou dans un forum. Donc voilà, je pense que c'est important. Donc, mais en tout cas, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est à mon sens un patient tout simplement qui n'est pas prêt, mais comme disait le docteur Van Pech, ne sera pas disponible en fait, pour son traitement et peut-être même mettra en échec ce traitement. Donc il faut parfois, hélas, attendre que le patient soit prêt et postposer justement cette décision, donc prendre un nouveau rendez-vous et laisser le temps justement de venir vers cette décision. Mais c'est important qu'il entende qu'on respecte en fait son choix, sa décision, et qu'on l'invite peut-être à cheminer ensemble à son propre rythme, parce qu'il y a quand même tout un cheminement à faire. Il y a tout un cheminement, on va en rediscuter, mais je pense que le cheminement, il passe par une acceptation finalement déjà de la maladie, une intégration, parce que j'aime pas trop le terme acceptation, c'est plutôt une intégration de la maladie dans la vie du patient et par toutes ces étapes, comme le ROS qui est une référence en termes de compréhension finalement des étapes du deuil, à inciter, on va dire, certains auteurs à faire de même avec certaines pathologies. Et on peut faire la même chose avec la sclérose en plaques et envisager que le patient va devoir passer par différentes étapes avant de pouvoir accepter la maladie, le traitement. Et ces étapes sont essentielles, mais ne seront pas les mêmes pour une personne et pour une autre. Donc finalement, c'est une sensibilité de chaque personne finalement, et donc cette ouverture de notre équipe finalement au sein d'une clinique de la sclérose en plaques, de sentir à quel moment le patient sera prêt. Et c'est quelque chose qu'il aurait expliqué? Est-ce que par exemple vous avez eu en tant que patient cette explication comme quoi il y avait peut-être un cycle à parcourir avant de pouvoir gérer peut-être un traitement, la prise en charge Moi, personnellement, pas. Et je suis très heureuse d'entendre ce que j'entends ici parce que j'ai l'impression de ne pas être de la même planète, encore une fois. Je suis très heureuse d'entendre ce que vous dites. J'espère, je me dis, waouh, il y a des patients qui ont ça, c'est bonheur, vraiment. Parce que la majorité de ceux que je connais, évidemment, je ne connais pas la majorité des patients sépiens, on est d'accord, mais ne bénéficient pas d'un accompagnement tel que vous nous le présentez là. Donc je me dis, enfin, ça bouge et il y a des endroits où on peut l'avoir. Mais malheureusement, moi, personnellement, je n'en ai pas bénéficié, non. Et je n'en bénéficie même pas encore, d'ailleurs. Oui, on va y venir tout de suite pour voir quel est l'accompagnement dont vous bénéficiez. Oui, moi j'avais la chance. J'ai été déjà un historique de plus long. Donc, je pense que mon premier épisode que j'avais, c'était à l'heure de 9 ans. Mais toujours, ils ont dit, ah oui, mais c'est le stress, ça revient, ça revient. Donc en 2006, finalement, j'ai été diagnostiqué. Et à ce moment-là, on dit, ah oui, voilà, c'est le CEP. Et puis après, donc, j'ai reçu un grand package, un bouquin des médicaments différents que je pourrais voir, lire, etc. Donc on a fait un premier rendez-vous avec le neurologue et ma femme et aussi une infirmière. Donc ça, c'était bien que tout le monde était là. Et puis après, donc, j'ai repris tous les documents, j'ai lu, j'ai pris un autre rendez-vous, comme Dr. Van Pech dit. Et puis après, on a dit, OK, qu'est-ce que vous voulez comme médication? J'ai dit tous sans injection, parce que ça, je déteste. Finalement, ils ont opté pour une injection 3 fois par semaine, oui, voilà. Mais ça, c'était, à mon avis, bien dirigé. Elle dit, OK, je regarde qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Et c'était vraiment une relation entre moi et mon équipe professionnelle. Ouais. Donc, moi, j'avais beaucoup de chance. Ouais. D'accord, mais c'est bien qu'on voit qu'il y a effectivement des disparités encore. On va passer déjà à la deuxième partie qui va plutôt focuser sur l'accompagnement. Et je vais tout de suite vous poser la question à tous les deux. Comment vous qualifieriez l'accompagnement dont vous bénéficiez aujourd'hui ?
Moi, personnellement, purement médical. Ce qui veut dire? L'explication de la médication, et ça s'arrête là, malheureusement. Donc vous n'êtes pas du tout considéré comme une personne à part entière, avec une vie, avec ses interrogations, comme le décrivait tout à l'heure le professeur Valter. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, non. Non. Et je sais que je ne suis pas la seule dans le cas, donc non. C'est ça que je suis très étonnée d'entendre. Et je dis étonnée et heureuse en même temps, parce que je me dis qu'il y a au moins des patients qui bénéficient de ce suivi et de cette écoute et de cette empathie aussi, parce que j'entends quand même aussi l'empathie. Mais ce n'est malheureusement pas le cas partout, et je pense que ce n'est pas la majorité des sépiens. Non. Alors, sans le nommer, bien sûr, vous êtes toujours suivi par le même Je n'ai médecin? aucun problème avec mon neurologue. Il est très bien, il est très ouvert. Je suis très heureuse de mon neurologue. Je suis très contente de lui. Je sais il fait avec ce qu'il a au niveau de l'hôpital où il se trouve. Et voilà, il fait de son mieux. Il est très à l'écoute, il est très disponible, il est très empathique. Franchement, je ne voudrais pas en changer. D'accord, mais vous ne voulez pas en changer, on est d'accord. Mais je ne veux pas en changer, tout à fait, bien sûr. Mais je n'ai pas une équipe comme ça autour, ça c'est certain. Et je pense que lui-même, je ne suis pas sûre qu'il l'a d'ailleurs. D'accord. Oui, donc mon première expérience avec le premier hôpital, j'avais une infirmière et évidemment un neurologue qui était spécialisé sur le CEP, donc c'était bien. Finalement, j'ai changé vers un autre, après 6-7 ans je pense, pour un autre médicament. Et là, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc on a toutes les possibilités comme kinésiste, aide sociale, psychologue, nutrition, etc. Donc là, je vis vraiment bien suivi par beaucoup de personnes différentes qui parlaient de moi autour de table, on va dire, et peuvent m'y assister au moment que j'ai besoin. Donc là, de nouveau, j'ai une grande chance. Et je sais bien que c'est une partie de moi, hein, je pense, quand on va en Belgique ou bien en Europe ou du monde sûrement, parce que ça n'existe pas. Ouais. Oui. Comment est-il d'évident d'un point de vue, de votre point de vue, du temps? Oui. Donc, vous bénéficiez quoi, de 15 minutes? 20. 20 oui. À quelle fréquence maintenant? Une fois par an. Une fois par an. Oui. Et en dehors de ça, alors? Et en dehors de ça, on se débrouille. Comme la majorité, voilà. Ouais. Est-ce que c'est le fait que nous ne soyons pas au même endroit dans le pays? Ça, je ne sais pas. Est-ce que peut-être Bruxelles bénéficie plus? Je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. Je me pose la question, j'avoue. C'est ça que je suis très étonnée. Vous avez une connaissance qu'il existe des centres spécialisés, tout bien ça? Bien sûr, vous le savez déjà? Tout à fait. Ouais. Tout ça, je le sais parce que j'ai cherché moi-même. Et heureusement que la toile est là pour nous expliquer, même si je sais que tout ce qu'on y lit n'est pas l'évangile, je suis d'accord. Mais heureusement. Et qu'on se retrouve... je veux dire, j'ai la chance de pouvoir comprendre beaucoup de choses et me documenter et aller toujours plus loin, mais je sais qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas cette capacité-là, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on le parle chinois, on parle de termes qu'ils ne connaissent absolument pas, qu'ils ne comprennent pas, et ils sont un petit peu lâchés dans la nature et démunis face à ça, et je trouve ça triste quelque part, et pas juste aussi. Alors vous disiez du temps, c'est un premier point. Si vous deviez en citer deux autres, quels seraient-ils de points fondamentaux? Je dirais l'empathie, malgré tout, parce que c'est difficile de pouvoir donner de l'empathie quand on n'a pas le temps aussi, malgré tout. Je pense que ça coince à un moment, voilà. Et en troisième point, je dirais vraiment respecter le patient en tant qu'être humain, donc avoir presque un bilan personnalisé, quoi. Vraiment, comme on disait, il y a autant de patients que ce qu'il y a de sclérose en plaques, et là, je crois que c'est vraiment ce qui manque, c'est avoir un bilan personnalisé, avoir une infirmière personnalisée, je ne demande pas qu'on en ait une chacun, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est récurrent, en tout cas, ça manque, oui. Oui, parce que c'est de votre vie tout dont à fait. il s'agit et d'un contexte qui vous est propre. Tout à fait, et que l'on vit, nous, dans notre corps, et que l'on subit également. Donc, la littérature, un médecin a la littérature, et on n'a pas la prétention d'avoir ce que le médecin a étudié, mais nous, on le vit intérieurement. Donc, c'est encore une autre donnée, quoi. Oui. Vous diriez que l'approche est trop standardisée? Oui, tout à fait. Et trop peu empathique,
tout simplement, mais parce que je sais que tout entre en ligne de compte, le temps, les équipes, la disponibilité. Enfin, il y a un tas de choses qui entrent en ligne de compte. Oui, bien sûr. Et pour vous, Peter? Pour moi, la première expérience, j'avais un peu plus le même problème que le temps, parce que c'était une fois par an que je vois le neurologue ou bien l'infirmière. Donc, c'était peu. Maintenant, je l'ai changé finalement vers un centre spécialisé. Et donc là, ils ont beaucoup plus de temps. Ils me donnent plus de temps si j'ai besoin. Et aussi, ils ont une équipe professionnelle derrière. Donc, je peux parler avec tout le monde si je veux. Quand même, il y a des choses qui manquent encore là. C'est très bon, hein? Mais je pense qu'il prend le temps. Et c'est pour ça que le planning n'est pas toujours bien. Parce qu'il demande, arrive vers 8 heures. Et je suis finalement là à 8h45, il m'ouvre la porte pour dire oui, voilà, on est là. Donc, il faut beaucoup attendre. Donc, ça, c'est un truc. Évidemment, c'est bien pour les autres patients. C'est pour ça que je veux toujours être à l'heure et le premier, parce que comme ça, j'ai le temps et j'attends moins. Là, c'est un premier point. Un deuxième point que je trouve, je ne voudrais jamais y aller dans ce centre-là, parce que c'est un centre spécialisé. Donc là, tu vois les personnes des stades différents. Donc, une chance roulante est terrible. Donc, au moment que j'ai le diagnostic, c'est bien ça? Oui, c'est Oui, merci. C'est pas mon langue première. Donc, à ce moment-là, je ne voudrais pas y aller, parce que, oh non, c'est pas moi, je peux bien marcher encore, je fais tout. Et donc là, je trouve que c'est peut-être une bonne idée pour un centre spécialisé d'avoir un accès spécial pour les gens dans une autre phase, quand ils sont encore jeunes, sans problème, parce que ça donne moins de, comment dire... de crainte. Oui, Oui, de moins de crainte. crainte. Moins Voilà. jeune. Oui. Ouais. Et ça gêne, et se dit, Mais sinon, ça fait peur. Oui, ça fait Oui. peur, hein, ça fait vraiment peur. Maintenant, ça va. Mais donc, au début, c'était difficile. Autre point, je pense, c'est aussi les réunions en ligne. Ça, c'est une chose que je fais très, très bien. Évidemment, comme Dr. Van Pech dit, ce n'est pas bien aux premières réunions. Il faut prendre le temps, il faut voir le patient. Mais après, c'est bien facile de voir le docteur, peut-être 15 minutes. Et en ligne, tu peux bien préparer tes questions. Tu es à la maison, c'est facile, tu ne vas pas y aller. Pas d'embouteillage, non plus tous les autres pas de personnes stress, que tu vois. oui. Le stress peut-être en plus, le déplacement, ça peut aider. Ouais. Là, c'est un 3 points. Peut-être un 4e point si vous voulez. Oui, bien sûr. J'ai réfléchi un petit peu. Hein, et je dis proactif, les sessions d'information, parce que dans ce centre que je suis actuellement, ils sont pleins d'expériences. Et ils font des sessions aussi pour les patients. Mais j'ai eu la communication par la Ligue en CEP. Et peut-être c'est une bonne idée d'avoir des mailings, par exemple, pour aussi des autres patients dans un autre centre, pour inviter et des éduquer ou ouais, C'est en vraiment- plus en ligne. Donc ça, c'est un autre truc pour améliorer. Ouais. J'ai une question justement, parce Ouais. que vous dites avoir changé au bout de Ouais. 7 ans, c'est ça? Oui, je pense que c'était 7 ans. Oui. Ouais. Ça n'a pas été facile comme démarche. Non, pas facile. Ouais, facile, oui. Je fais aussi des travaux un peu professionnels avec des discussions avec des sociétés compassion. Je suis dans des groupes. Attends, hein, c'est le mot. J'ai entendu ça. Non. les groupes spécifiques pour la communication entre un patient et les docteurs, par exemple. Donc, on est dans les steering groups en anglais. Et donc là, j'ai rencontré aussi des neurologues de bonne qualité partout d'Europe et du monde. Et donc là, j'ai entendu aussi des autres médications. Et je dis, ah oui, ça c'est un truc très intéressant, je veux ça. Mon docteur, malheureusement, dans le premier centre, n'avait pas ça. Ils disent, non, on ne fait pas. On reste sur l'ancien que tu connais, tu as déjà 7 ans, tu es un junkie pour tes piqûres et tout. Et je dis, je n'aime pas du tout. Et donc, là, j'ai essayé de trouver un autre centre qui a cette option-là. Et à ce moment-là, j'ai changé. Ouais. Donc, c'était vraiment proactif de mon côté, parce que sinon, j'ai resté encore là. Voilà. Donc, ça, c'est un peu... Il faut faire, comme vous avez bien dit, être le patient, être l'acteur. C'est ça. Ouais. Ouais. Merci. Tout à fait. Alors, je me retourne vers les professionnels. Ça vous étonne tout ce que vous entendez là, ou vous êtes conscient en fait de ce qui peut se passer différemment sur le terrain?
Non, je crois qu'on Qui commence? Beaucoup de choses à dire. je crois qu'on a tous des Allez-y, choses à allez-y. dire, évidemment. Oui, professeur. Donc j'essaierai d'être bref. Je dirais que effectivement, nous sommes pris par le temps, nous avons énormément de patients à voir, et donc je crois que c'est vraiment le défi principal, c'est de pouvoir consacrer le temps qu'on voudrait. Et on n'a pas toujours nécessairement l'occasion, ça c'est vrai, mais il faut essayer d'atteindre cet objectif, je dirais. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est qu'il y a des patients qui finalement gèrent très bien leur maladie, leurs symptômes, sont très autonomes, prennent en charge et finalement n'ont pas toujours besoin d'un accompagnement extensif aussi. Et donc je voudrais souligner ce point, c'est que moi aussi je vois des patients qui vivent très bien leur maladie et que je ne vois qu'une fois par an. Parce que c'est leur choix aussi. Hein. Et donc, ce versant-là, on s'adapte finalement et on met le curseur en fonction des besoins du patient. Donc ça, c'est un peu mon commentaire. Plus facile de s'adapter à quelqu'un qui a des besoins moindres que quelqu'un qui a plus de Mais donc, besoins. ça peut arriver aussi. Et puis, il y a des moments de la maladie où on a peut-être plus besoin. Et là, effectivement, les visites sont plus fréquentes également. Alors, par rapport à l'accès différent que vous suggériez, je pense, moi, c'est vrai qu'il y a toujours, en début de maladie, cette peur et la démystification qu'il faut faire de la peur d'atteindre le stade du fauteuil roulant. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire des différents intervenants à tous les niveaux pour essayer un peu de limiter cette crainte et cette peur, vraiment parfois panique. Moi, je pense qu'il faut expliquer qu'une maladie n'est pas l'autre. On a déjà insisté là-dessus. Chaque malade et chaque maladie se déroule différemment. Et donc, ce n'est pas parce qu'on voit une personne en chaise roulante qu'on va nécessairement avoir la même évolution de la pathologie. Elle est individuelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Chaque malade est différent et vit sa maladie différemment et elle va se dérouler différemment. Et alors, je pense qu'il faut aussi donner un certain message que de nos jours, avec les progrès thérapeutiques, on change l'histoire naturelle de la maladie. Il n'est plus écrit qu'au bout de X années de sclérose en plaques, on va d'office perdre sa mobilité. Nous commençons à avoir des données scientifiques concrètes, solides, des registres mondiaux, qu'on a de moins en moins ce genre d'évolution plus péjorative qu'il y a 10, 15, 20 ans où il n'y avait pas tous ces traitements. Et donc, je pense qu'on peut être porteur, en tant que professionnel de santé, d'un certain message quand même d'espoir. Ça ne veut pas dire qu'on minimise la gravité de la maladie, loin de là. Elle a toujours un caractère imprévisible, bien sûr, mais on a des traitements et on est en train quand même de diminuer la proportion de cette évolution péjorative. C'est très important et j'espère que tout le monde l'a bien entendu parce que c'est un point d'optimisme pour beaucoup aussi, bien sûr. Coralie Deladrière, vous êtes surprise à quel niveau quand vous entendez ça? Je ne suis pas surprise, parce que, c'est ce que j'entends souvent, hélas. Parce que, comme le disait le docteur Van Pech, à certains moments, les patients n'auront pas besoin d'aide, ils se sentiront bien parce qu'ils ont l'impression, peut-être pendant une période où vraiment ils se sentent bien et ils sont confortables dans leur traitement, dans leur maladie. Et puis, ça peut changer au cours du temps. Parce que la maladie évolue, parce que le traitement ne convient plus, ou parce que la personne vit une période de sa vie particulière. Donc, c'est vraiment, c'est pas linéaire, en fait. Je pense qu'il faut voir ça comme ça, c'est pas linéaire du tout. Mais le patient aura besoin à un certain moment de temps, et il faudra voir justement si l'équipe est disponible pour ça. Certains neurologues, et nous le déplorons, n'ont pas le temps, mais il faut une équipe derrière. Et je pense que ça, on l'a déjà dit. C'est sans doute le plus important, c'est qu'il y ait une infirmière de référence, une psychologue, et tous les intervenants, parce qu'en fait, quand on a une équipe, ces différentes personnes de l'équipe peuvent référer justement l'information, transmettre au neurologue que la personne ne va pas bien, parce que ce n'est pas toujours non plus avoué par le patient.
Ça, c'est un autre point qu'on peut aborder, c'est la question de est-ce que vis-à-vis du médecin, on est capable de vraiment d'être franc, d'être soi-même et de pouvoir justement se présenter à lui ou à elle de la même manière qu'avec une infirmière, un psychologue, une psychologue, avec un kiné, avec qui justement on a beaucoup plus de contacts et plus d'échanges. Donc ce temps, en fait, c'est pas seulement avec le neurologue, je pense, c'est avec toute l'équipe et cette équipe doit pouvoir, à mon sens, collaborer en fait. Donc, si vous vivez par exemple des séances de kiné, c'est que votre kiné puisse référer justement, à mon sens, ça peut être pas mal. Vous le disiez, dans votre équipe pluridisciplinaire, c'est possible. Mais quand le kiné est excentré, j'allais dire qu'il n'est pas dans l'hôpital ou près du centre, c'est plus compliqué. La question des accès, parce que je voudrais rebondir là-dessus, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent en fait. Cette confrontation finalement à une maladie évolutive et donc rappeler systématiquement qu'une maladie n'est pas une autre et que ça ne sert à rien qu'on compare, c'est ce qu'on dit. Et puis le patient, il est quand même dans l'émotionnel. C'est-à-dire que quand on est face à la situation, on a beau se dire raisonnablement, je n'aurai sans doute pas la même maladie, c'est plus fort que soi, c'est normal, on voit la personne. Souvent, on me dit, mais voilà, dans la salle d'attente, je me posais la question si telle et telle personne est atteinte d'une sclérose en plaques ou pas. Et quand on voit une personne en chaise roulante, nous, on travaille évidemment dans un service de neurologie, donc il y a d'autres pathologies que la sclérose en plaques, mais les patients sont attentifs justement à la mobilité des autres. Et donc, inévitablement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les pairs, les personnes qui vivent la même chose sont importantes en fait. On se réfère à ce qui est vu, même si on se répète que c'est pas la même chose, inévitablement on s'en inspire tout de même, donc c'est important. Et alors dernière chose, c'est par rapport à la question des informations en ligne et peut-être même des consultations en ligne. C'est évident que le confinement nous a changé notre pratique. Ça, moi-même, j'ai changé énormément mon fusil d'épaule par rapport à énormément de choses parce que les patients ne sont pas toujours capables d'accéder à l'hôpital de manière répétée et donc ils vont rendre les consultations moins fréquentes. Ils vont peut-être justement préférer ne pas venir à mes consultations parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment vaillants, pas assez en forme pour le faire, parce que les transports sont compliqués ou que sais-je. Et c'est vrai que maintenant, ces consultations à distance ont changé la donne complètement. Et pareil pour justement les réunions de patients. Donc je pense que ça se fait aussi avec les réunions de parents. Oui, je crois aussi. Les réunions de patients, c'est-à-dire qu'on peut réunir les patients autour d'une thématique. Et c'est extrêmement riche parce que ce sont des gens qui d'habitude se seraient cachés, ils n'auraient pas voulu rentrer en contact avec les autres, par exemple en présentiel, mais qui vont le faire quand ce sera en distanciel. Et donc on ouvre la porte à beaucoup plus de possibilités d'information. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. C'est une belle piste et c'est vrai que l'objectif de ce soir, c'est de trouver justement des pistes d'amélioration. Voilà une bonne piste. Mais en voilà une très bonne. Il y en a d'autres, bien sûr. Oui, tu es anonyme, mais quand même pas anonyme. Donc tu peux être caché, on va dire, ou bien tu écoutes et tout. Non, je trouve ça très chouette. Tout à fait. Mais créer des espaces comme ceux-là, c'est sans doute... Covid a nous appris. Oui, tout à fait. Alice Dehaene. Oui, alors moi je voudrais dire que c'est vrai que les patients apprécient grandement. Je pense nous avons des permanences téléphoniques tous les matins de 9 à midi. Et c'est vrai que le patient sait qu'il peut nous contacter, qu'on peut répondre à ses questions, revenir avec l'information aussi dont ils ont besoin, les rappeler. Et c'est vrai que pendant la période de confinement, on a bien senti que les patients étaient hyper isolés. Et le fait... de savoir qu'ils peuvent nous téléphoner chaque jour s'ils veulent, pour avoir des informations, être rassurés par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense que ça les aide beaucoup. Vous avez vu une réelle augmentation des appels? Oui. De quel ordre? Ça n'arrêtait pas pendant le confinement. Les patients étaient isolés, donc ils avaient besoin d'échanger aussi leurs craintes. Et c'est vrai que quand on fait nos tests de marche avec les patients, c'est à ce moment-là aussi que le patient se confie davantage. Et nous, on peut aussi lui demander comment ça se passe au quotidien. Et comme vous aviez dit par rapport à, par exemple, votre traitement là, par injection, vous commenciez un peu à en avoir marre. C'est vraiment super important de voir si le patient est compliant par rapport à son traitement. Et c'est à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien qu'il continue un traitement qu'à moitié. Mais
il sera à moitié couvert. Donc, ce sont des bons moments d'échange qu'on peut avoir avec nos patients. Pour moi, c'était toujours très important d'avoir la possibilité d'appeler. Je n'ai quasi jamais appelé, donc ça c'était au début. Mais donc d'avoir ce numéro, d'être sûr que quelqu'un va répondre, ça c'est très important pour moi. Ouais. On nous dit ça souvent, c'est que on ne va pas d'office appeler, mais on sait que c'est possible. Et donc, qu'il y a une disponibilité. Cette permanence, ça doit rassurer simplement de par le fait qu'elle existe, que ce soit un mail, que ce soit des échanges. Et quand on répond, le patient ou la patiente est rassurée justement parce que c'est pas dans le vide, il y a une réponse rapide ou en tout cas, il y a quelque chose qui est pris en compte en fait. Donc, avoir une personne ressource disponible. Et j'aime bien le terme qui vous qualifie d'infirmière ressource. Je trouve que c'est particulièrement bien choisi parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce serait évidemment formidable si tout le monde pouvait en avoir une. On va passer à la troisième partie, puisque c'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire, mais qui concerne plutôt l'évolution de l'information du patient. Alors, j'adresse la question au professeur Van Pech et Alice Dehaene en premier. On l'a déjà dit, on ne tient pas forcément en compte les attentes individuelles des patients, et l'information, elle paraît trop standardisée aujourd'hui, alors qu'il faudrait qu'elle soit davantage personnalisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore améliorer les choses en termes d'information? Je pense que tout d'abord, il y a quand même une part de cette information qui doit rester standardisée. Un traitement, il y a des choses incontournables, son mode d'action, la posologie, comment on le prend, les effets secondaires à surveiller, le mode de surveillance, combien de prises de sang à quel intervalle, l'efficacité attendue, etc. Tout ça, c'est des informations standardisées on ne peut pas passer à côté. Mais elles sont à intégrer dans le contexte de vie individuelle du patient, comme on en a déjà discuté dans le début de cette discussion. Quel est le mode de vie? Y a-t-il un projet de grossesse? Y a-t-il une phobie des aiguilles qui font qu'on va orienter vers un autre type de traitement? Quelles sont les attentes par rapport au traitement, les expectatives? Quels sont les risques qu'un patient individuel est prêt à accepter? Et ça va jouer fortement aussi dans le choix thérapeutique. Les contraintes de surveillance. Est-ce que c'est un traitement qui nécessite beaucoup de suivi, qui est très contraignant, qui fait peur, ou que ce n'est pas tout à fait adapté à l'activité professionnelle ou au mode de vie du patient? Il y a aussi tout le contexte de vie socio-culturelle également de nos patients auquel on doit aussi, dont il faut tenir compte effectivement. Donc information standardisée mais intégrée dans le contexte individuel. Et est-ce que c'est du ressort du neurologue ou plutôt de l'infirmière justement d'intégrer? Je dirais ça reste un binôme. Nous sommes complémentaires. Il y a une part de l'information qui est médicale et elle est complétée par le binôme qui est l'infirmière ressource. Est-ce que vous dites plutôt enseigner ou informer? Parce que je trouve enseigner des patients c'est aussi important. Ils doivent apprendre leur maladie et les possibilités. Oui, de là l'éducation ça commence avec thérapeutique. Évidemment, mais tu dois finalement les enseigner. Oui, d'abord, oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, mais est-ce que les patients ont vraiment l'impression de suivre une formation, j'ai presque envie de dire, sur ce qui leur arrive, leur maladie? C'est important de les informer. Par exemple, un patient qui sache ce qu'est une poussée exactement, quand est-ce qu'il doit nous appeler aussi, de ne pas attendre une semaine avant de nous contacter. Donc c'est important de prendre les bases de l'information avec nos patients et de les enseigner, comme vous dites, dès le début, par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qu'ils peuvent se poser comme questions, tant par rapport à leur profession, par rapport à leur vie de famille, par rapport à leurs projets. Et comme l'a bien résumé professeur Van Pech, c'est vrai par rapport à votre question, c'est vrai que chaque patient est vraiment unique et il faut faire attention à plusieurs aspects. C'est vrai, tant, mais comme l'a dit professeur Van Pech, la profession, le milieu socio-culturel, donc le patient a des perceptions différentes, donc
il faut vraiment y être attentif. Mais c'est quand même pas évident d'évaluer non plus comment reçoit l'information, donc comment le patient reçoit l'information, si on ne le voit pas suffisamment souvent. Comment vous arrivez à vous dire, voilà, il a un niveau d'information suffisant, ou bien là, il faudrait vraiment le revoir encore, parce que je vois bien que quand je lui parle de ça ou de ça, ça ne percute pas. Mais c'est vrai, quand on les a en ligne, on peut aussi sentir, en les écoutant, s'ils nous disent « oh, j'ai eu plusieurs poussées cette semaine », ou alors on recadre, on leur réexplique ce qu'est une poussée exactement. Donc je pense... mais c'est vrai que quand on les a en ligne, ou quand on les voit en consultation, ou après les consultations, ou s'ils désirent nous voir un autre jour. Donc... Vous êtes assez disponible en fait dans votre emploi du temps. Vous essayez. On essaye. C'est vrai qu'on a aussi pas mal là, on participe aux études cliniques, donc on essaye, on fait en fonction de ce qu'on peut. Oui. J'ai envie de tourner vers la psychologue en disant c'est quand même fondamental que cette information soit donnée et soit appropriée et évolutive, puisqu'il y a aussi cette caractéristique de la maladie qui peut évoluer plus ou moins vite, puisqu'elle est assez capricieuse. Donc, Oui, tout à fait, parce que, encore une fois, comme on le disait, comment est-ce qu'on peut évaluer que le patient a bien compris certaines choses? Bien souvent, moi, je reviens en fait avec de l'information, même si j'entends que le patient dit comprendre les choses. Bien souvent, je dis souvent, il faut réouvrir, enfoncer des portes ouvertes. Donc on revient avec de l'information pour être certain finalement que ça a été bien transmis. Et avec des mots simples, des choses justement simplifier un jargon qui ne sera pas médical, comme ils disent souvent, c'est compliqué. Les médicaments aujourd'hui ont des noms de plus en plus farfelus, avec un mode d'action de plus en plus complexe. À l'époque, on avait évidemment les injectables, on faisait un choix parmi ces injectables, et puis on a évolué progressivement avec les péros, par les médicaments qu'on pouvait avaler. Et puis voilà, les IV, donc intraveineuses au fur et à mesure. Et tout a été de plus en plus compliqué pour les patients. Donc, il faut, à mon sens, donner encore et encore plus d'informations et simplifier, même avec des personnes qu'on pense être capables d'entendre une information plus élaborée, on va dire. Parce que, justement, je reviens avec ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans l'émotionnel, eh bien... ça ne rentre pas. Oui, ça ne rentre pas. Voilà, je dis souvent ça, c'est qu'on voit le médecin et je pense qu'on sort de chez le médecin, en tout cas les premiers temps, avec 50% de l'information. Et c'est les personnes suivantes, les personnes relais, qui vont reprendre l'information et c'est encore lors des prochains rendez-vous chez le neurologue que justement on pourra réinterpeller la personne, donc le médecin, par rapport au fait que la personne n'a sans doute pas tout intégré, pas tout compris ou qu'il faut revenir avec des choses. Mais donc vraiment simplifier le plus possible l'information par rapport aux mécanismes d'action, par exemple. Moi, je fais souvent référence aux soldats. Les soldats pour les lymphocytes. Pour moi, c'est encore le plus basique, mais voilà, à ce moment-là, c'est sans doute le plus simple à comprendre et c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, au contraire, c'est simplement, comme je vous le dis, il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas de disponibilité cognitive à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien de faire des grandes explications, parfois, ce ne sera pas possible. Et même si nous avons des patients qui sont dans le domaine médical, à ce moment-là, quand on est face à une pathologie, en fait, on n'est pas grand-chose, en fait. Et on se pose pas mal de questions et l'émotionnel joue d'abord son rôle avec une disponibilité qui n'est pas là. Donc, on doit vraiment, comme je l'expliquais, passer par différentes phases. Et ces phases, c'est donner du sens à la maladie, c'est comprendre justement quel sera l'impact de cette pathologie sur notre vécu, sur le futur, sur nos projets de vie, sur la vie en général. Et je pense que justement, c'est à ce moment-là que va évoluer aussi les questions des patients. Donc, ils vont revenir vers les soignants avec des questions nouvelles, avec une évolution par rapport à la compréhension, mais aussi par rapport à leur intégration de la maladie, je pense. Nathalie, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous invitez aussi le mari ou la femme? Est-ce que vous invitez aussi, à côté du patient, son conjoint? Oui, bien souvent, en fait, ce sont les patients eux-mêmes qui font la demande. Mais bien souvent, oui, j'invite à ce que la personne ne soit pas seule. Ouais. Déjà, chez le médecin, je ne sais pas, il faudrait questionner le docteur Panpech, mais je pense que parfois, c'est nécessaire d'avoir son compagnon, sa compagne,
accompagne pour justement récupérer les petites informations manquantes, on va dire. Mais au-delà de ça, je pense que le compagnon ou la compagne, et même les enfants, ont un rôle important à jouer justement dans cette compréhension, mais aussi dans le vécu au quotidien. Comprendre que la maladie a une série de symptômes qui sont impactants dans la vie de famille, qui sont impactants dans la vie de tous les jours, ça change énormément le vécu, ça change énormément aussi l'appréhension, la compréhension qu'on peut avoir de certains comportements. Donc oui, c'est évidemment important. Ouais. Donc comprendre pour donner du sens et pouvoir contrôler au mieux. Finalement, c'est vraiment, en résumé, si je me permets, c'est vraiment ça qu'il faut arriver. La question du contrôle, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est quelque chose que je dis souvent. Les reprises de contrôle, en fait, on n'est pas encore disponible. Le côté rationnel, c'est la reprise de contrôle. Le médicament fait partie de cette reprise de contrôle. Mais cette reprise de contrôle, elle n'est pas tout de suite possible. Justement, cette compréhension de la maladie et des traitements, va permettre finalement cette disponibilité et donc va amener à une meilleure compréhension et à une action. Et on revient à la question d'être acteur de sa maladie. On parle d'empowerment, de reprise finalement de sa vie en main et de recontrôler sa vie au quotidien avec la nouvelle donne, c'est-à-dire parfois justement se rendre à l'hôpital pour les traitements, pour les consultations, pour les prises en charge kiné, infirmières, etc. Et parfois d'être à la maison et de devoir se débrouiller avec des traitements qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, à gérer. Donc, Est-ce que vous avez l'impression de disposer de suffisamment de supports didactiques qui permettent justement d'aborder les différentes étapes de compréhension ou de s'adapter aux différents publics? C'est des choses qui sont mises à votre disposition ou pas forcément pour vous aider? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais... Si, je pense que nous avons pas mal de supports par des brochures sur la maladie, explicatives sur la maladie. Et donc, effectivement, elles sont à disposition des patients. Ensuite, c'est vrai que par rapport à tout le processus psychologique et aux différentes étapes, c'est vrai que là, je pense qu'en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez formé là-dessus. Et donc là, on aurait besoin peut-être de support quand on est un soignant qui s'occupe de pathologies chroniques. Voilà. C'est peut-être une autre piste. Alors, je me tourne maintenant vers vous, bien sûr, parce que est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été bien informé depuis le moment où vous avez été diagnostiqué et aux différentes étapes de l'évolution de votre vie? Comment ça s'est passé de votre côté au niveau information, j'entends? Je veux dire que je savais avant que le diagnostic soit posé ce que j'avais, la maladie que j'avais, je le savais. Donc voilà, mon neurologue m'a gentiment dit, recadré en me disant... On ne pose pas un diagnostic comme ça à la légère. Il y a plusieurs critères, entre autres McDonald's et tout ce qui s'ensuit. Oui, je sais. Mais je le savais, c'était comme ça. Et je veux dire que le suivi de l'information, je vais la chercher moi-même, l'information. Parce que je sens que mon neurologue a ses limites, ne serait-ce que par le temps, essentiellement par le temps. Et vous les trouvez où? Essentiellement sur le net, sur les forums, à la Ligue, avec... d'autres personnes qui sont comme moi, même si j'ai, moi, personnellement, bien conscience qu'on a toutes des maladies, tous et toutes des maladies différentes. Ça, j'en suis tout à fait conscient, je le sais bien, mais n'empêche que je vais glaner les informations comme ça, oui. Je lis beaucoup aussi sur le Canada, parce qu'ils sont énormément à la pointe à ce sujet, même bien plus loin que nous d'ailleurs, et heureusement qu'ils sont là. Voilà, c'est comme ça que je vais chercher les informations, et malheureusement je ne les ai pas toutes, je m'en rends compte maintenant. J'avais d'ailleurs la question de me demander, est-ce que vous savez combien d'infirmières ressources il y a en Belgique et de psychologues qui s'occupent de la sclérose en plaques? Vous avez une idée? En Belgique, il y a au moins une vingtaine, je dirais, d'infirmières ressources. Surtout, je dirais, côté néerlandophone, en fait. Oui. Il y en a plus du côté néerlandophone que du côté francophone. Oui. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a à peu près 13 500 patients sclérose en plaques pour le public qui ne sait peut-être pas quelle proportion ça représente, évidemment, dans la prise en charge. Mais sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez? J'arrive à trouver ce que je veux, oui, parce que je sais utiliser l'outil, ce qui n'est certainement pas le cas de tout le monde. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'il manque cruellement de beaucoup de choses pour aider les patients.
Et au niveau de la Ligue de la sclérose en plaques, est-ce que c'est aussi un organe vers lequel vous vous tournez pour avoir Moi, de personnellement, l'information? non. Je ne me suis jamais tournée vers la Ligue, même si je sais qu'il y a des assistants sociaux qui sont là, il y a tout ce qu'il faut, on sait nous aider, mais moi, personnellement, non. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi moi, personnellement, peut-être parce que j'ai un peu l'impression qu'elle a une image un peu vieillotte. C'est peut-être un ressenti. Voilà, c'est le mien. C'est peut-être, j'espère, pas celui de la majorité, parce que la Ligue est là et je sais qu'elle aide beaucoup de personnes, et heureusement. Autrement, non, j'ai pas d'autres canaux que ceux-là pour m'informer. Oui. Et c'est une crainte d'aller vers la Ligue parce que vous n'avez pas envie Absolument d'être pas. avec d'autres Absolument patients ou pas du tout? Pas du tout, parce que je suis même bénévole à la Ligue, donc j'y vais assez souvent. Donc non, absolument pas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une impression, oui, à dépoussiérer peut-être. Je ne sais pas. C'est ça. Voilà, plus dans l'air du temps, plus. Et je sais qu'ils y travaillent parce que voilà, comme j'y passe en tant que bénévole, je le sais. Je sais qu'ils y travaillent, je sais qu'ils font énormément de boulot en amont pour pouvoir changer les choses parce que ils en ont peut-être conscience ou ils l'entendent peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est pas en tout cas moi le canal principal que j'utilise pour avoir des infos. Ok. Et vous, Peter? Moi, oui, j'ai reçu de ma mère beaucoup d'informations parce qu'elle connaît quelqu'un ou plusieurs personnes qui avaient le CEPS. Donc, là, j'ai reçu des documents, j'ai les lu une fois et je dis OK, ce checklist-là, ça c'est moi, pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, c'est OK. Donc, je continue ma vie. J'ai reçu une grande pile de documentation au début de diagnostic, pardon. Et puis après, j'avais beaucoup de chance parce qu'un de mes voisins était le directeur de EMSP, c'est le European Multiple Sclerosis Platform. Donc, c'est une organisation de parapluie pour toutes les sociétés de Ligue en Europe. Et donc, là, il m'a demandé de temps en temps de faire des travaux pour eux. Et là, j'ai rencontré beaucoup des professionnels en plus. Donc là, j'ai obtenu beaucoup des infos. Je trouve Dr Google, c'est un peu dangereux de temps en temps. Parce que tu trouves des bonnes choses, mais tu ne sais pas. Toutes les personnes sont différentes. Quand tu vas dans des groupes de parole de tout le monde, oui, quelqu'un dit oh non, c'est moi. Non, ce n'est pas du tout toi. Tu peux être complètement différent. Une fois, je suis aussi membre de Ligue en Flandre. Et une fois, j'étais dans un groupe là, avec 20 personnes, je pense, en total. Moi, j'étais le seul homme parce que oui, le ratio. Il y a plus de femmes, donc j'avais la chance, évidemment. Mais ça, ce n'était pas vraiment pour moi, pour un groupe de discussion, là. Donc, ça, c'était une fois. Mais pour beaucoup de personnes, ça peut aider, oui, pour trouver des informations, pour les guider, sûrement quand c'est au début, ou bien plus tard. Donc, ça dépend vraiment de personne à personne, je trouve. Donc, trouver des infos, je trouve un truc que peut-être mon médecin peut m'aider, être plus proactif pour des nouveautés de recherche dans des médications. Une fois, j'ai demandé pour une thérapie, je ne connais pas le mot en français, j'ai trouvé en Google, donc je ne sais pas si c'est sûr, thérapie par cellule souche. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui, OK, oui. voilà. Donc, ça, c'est une thérapie assez intensive, je pense. Un de mes amis d'Allemagne, il était en Moscou pour le faire. Mais donc, il dit c'est OK, mais c'est vraiment un traitement important. Et j'ai dit OK, je voudrais peut-être essayer, mais ça coûte une fortune. Et en plus, tu n'es pas sûr que ça marche ou pas. Oui, et en plus, cette thérapie, cette transplantation de cellules souches, Oui. On va peut-être demander au docteur Van Oui, Pesch peut-être, de nous donc. donner 2-3 petites informations Ouais. parce que c'est important. C'est vrai que sur Google, on Voilà. voit beaucoup. Donc, c'est pour beaucoup ça de que c'est très choses. dangereux d'aller Oui. seulement sur Google et te dire ah oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que si c'est juste, c'est quand même pas réservé à tous les patients. Et en même temps, ça coûte horriblement cher et c'est peut-être pas encore tout à fait au point non plus. Voilà, donc c'est une thérapie qui fait rêver, les cellules souches. Oui. On se dit ça va réparer le cerveau, réparer la myéline, et ça c'est le c'est rêve ça, de que tout patient, tout le monde veut, de toute personne atteinte. Quand on parle de cellules souches, ce sont les cellules souches sanguines. Donc on remet en quelque sorte un nouveau système immunitaire en place. Un contrôle. On enlève l'ancien, on en remet un nouveau. Donc, quelque part, c'est un traitement un peu comme une immunothérapie, mais la plus puissante qui existe. C'est ça, comme si on enlevait tout le sang, on va dire, et qu'on en remet du nouveau pour on fait faire un du reset sang neuf. du système Ici, c'est, immunitaire. Voilà. du système immunitaire. Alors, clairement, les indications actuellement reconnues, ce sont des patients avec une activité inflammatoire importante, donc des poussées, et qui sont dans un stade où l'inflammation
liées au système immunitaire est très importante et qui sont en échec des traitements existants. Donc ça veut dire qu'on réserve un peu ce traitement aux patients les plus sévères, les plus agressifs, mais au stade inflammatoire. Il n'y a aucune preuve que ça fonctionne dans les stades plus avancés, progressifs de la maladie. D'accord. Et donc c'est vrai que voilà, ça fait rêver en se disant on régénère, mais ce n'est pas pour les formes progressives de la maladie. Non, non. Et c'est pas sans conséquence non plus sur un plan Voilà. immunitaire. Il y a des risques, c'est une chimiothérapie très intensive, hein. Oui. Et donc elle n'est pas dénuée de risques, et donc il faut peser de nouveau le pour et le contre. Et donc en Belgique, nous avons établi entre centres académiques un consensus pour vraiment cibler les bonnes indications de cette thérapie. Alors on va peut-être rebondir justement sur aussi ces autres recherches qui parlent de réparation de myéline, parce que là aussi c'est un espoir et on le comprend très bien. Mais on en est où par rapport à ça? Est-ce que dans les années qui viennent, il y a d'autres choses qui... Alors c'est une question difficile et j'ai eu l'occasion de faire des présentations à la Ligue à ce sujet notamment, hein, quand on me demande de parler sur les avancées dans la recherche. Hein. C'est vrai qu'il y a eu énormément d'études plutôt préliminaires hein, par rapport à des molécules soit neuroprotectrices, soit neurorégénératrices. Je dois avouer que pour l'instant, les résultats sont quand même assez décevants. Il n'y a pas de médicaments qu'on peut à l'heure actuelle prescrire dans cette indication-là. Il y a eu même un essai avec un anticorps monoclonal qui était supposé réparer la myéline. Cet essai clinique à large échelle, multicentrique international, l'étude a été négative en ce sens. Donc on est toujours à la recherche d'un mécanisme d'action, d'une nouvelle molécule, d'une nouvelle classe pharmacologique qui pourrait donner de l'espoir dans ce domaine. Il y a un consortium, notamment sur la recherche sur la sclérose en plaques progressive, qui met énormément d'efforts de recherche là-dessus, parce que c'est vraiment vers là qu'il faut aller dans les années prochaines. Nous avons maintenant beaucoup de traitements à visée immunitaire, et maintenant il faut essayer de trouver des traitements complémentaires, soit neuroprotecteurs, soit qui réparent les dégâts. Est-ce que vous informez aussi vos patients sur les essais médicaux qui sont... Oui, bien sûr. Si j'ai la question, je les informe, bien sûr. Aussi proactivement. Et nous avons, même aux cliniques Saint-Luc, plusieurs études en cours aussi. Donc, il y a une possibilité, effectivement, par rapport à ça. Et je crois qu'il y a un intérêt. Hein. C'est une question récurrente de beaucoup de mes patients. Ils veulent être informés, ils veulent être à la page de savoir quelles sont les avancées à attendre dans les quelques prochaines années, en fait. Donc méfions-nous des gros titres qui sont parfois un peu racoleurs, mais par contre, continuons à nous informer sur les recherches et leur avancée. Justement, quand on parle d'Internet et Dr Google, souvent ce sont des annonces thérapeutiques, mais quand on va creuser, c'est une étude par exemple sur la souris. Et donc ça veut dire qu'il faut encore 15 à 20 ans avant que éventuellement ça puisse donner un médicament efficace chez l'homme. Donc bien trier les informations. Tout à fait. Donc l'information est importante. C'est important aussi pour maintenir la motivation et donner un bon accompagnement aux patients. La motivation, justement, au long cours, c'est difficile à garder. Donc si, quelque part, comment vous faites pour garder la motivation? C'est encore plus simple de vous le demander à vous. Rien, je suis positive de base, donc je ne fais nature. Rien. Voilà, j'étais programmée comme ça, mon ami. Mais vous êtes bien entouré, vous avez une vie active, une vie sociale, une vie active, familiale. Qui malheureusement, qui devient de moins en moins parce que voilà, le handicap se prononce, je vais dire. Mais oui, si, j'ai une vie active, bien sûr. J'essaye en tout cas au maximum de bouger et d'essentiellement garder la positivité, parce que je pense que quand on a le mental positif, c'est déjà pour moi, je ne vais pas dire 50%, mais peut-être bien de gagner sur la maladie. Et qu'est-ce qui pourrait justement exacerber votre motivation si vous dites que voilà, du côté de la vie active ou sociale, vous avez un peu peur que ça décline? Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous accompagner au mieux dans votre motivation à vous soigner? Je me soigne, mais
j'aurais peut-être tendance à dire aider les autres est le deuxième verbe qui fait partie de ma vie. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour accompagner les patients. Et ça pourrait être un challenge qui pourrait faire partie de mon avenir, de mettre quelque chose en place, style parrainage, style équipe pluridisciplinaire qui prendrait en compte aussi bien le fiscal que le côté médical, que le côté mutuel. Enfin, il y a plein de choses autour de ça qui, oui, je pense qu'ils sont en manque, vraiment. Et ça pourrait être un challenge très motivant. Le parrainage de patients, justement, ça Tout à existe fait. au Canada? Exactement. Oui. Exactement. Et je pense que l'écoute de quelqu'un qui vit la même chose, on dit toujours il faut vivre quelque chose pour le comprendre. Et on est les mieux placés pour savoir ce qu'il en est et ce que la personne vit en elle, alors qu'on sait on est tous différents, oui, et on le vit différemment, mais on a les bases, je veux dire. On a idée quand on dit j'ai ci ou j'ai ce symptôme-là. On peut, si on l'a vécu, avoir mieux le ressenti de ce que le patient nous explique parce que tout simplement on le vit nous-mêmes dans notre corps. Ce serait une bonne piste justement pour l'amélioration de la prise en charge. Je suis convaincue de ça, en effet, parce que je le vois au quotidien. Les patients ont vraiment besoin de discuter avec d'autres. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui n'en auront jamais besoin, qui n'ont pas envie justement de parler de leur maladie avec d'autres personnes, qui vont même garder secret leur pathologie avec l'entourage, que ce soit amical ou professionnel, mais parfois même en famille. J'ai rencontré des personnes qui n'en avaient pas parlé à leur conjoint, à leur conjointe. Moi, mon conjoint, non, mais moi, personnellement, je parle de ma maladie depuis à peine 1 an. Mais voilà. Voilà, je n'en parlais jamais à personne. Voilà. Ça aussi, je pense que c'est au fur et à Ça fait mesure partie du temps. du psychologique, les deuils à faire, les choses à comprendre, à encaisser, à intégrer. Enfin voilà, c'est un cycle, c'est un deuil, oui, bien sûr. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est chronique, donc le patient aussi doit accepter que c'est chronique. Je pense que c'est la première acceptation, c'est de se dire que ça ne va pas durer une semaine ou un mois, ou qu'à la fin de l'année, on repart sur de bonnes bases et c'est fini. Non, et c'est très difficile parce que la société en général n'est pas faite pour ça. On vous demande comment vous allez et quand, après quelques mois, vous dites toujours fatigué, pas bien. Je peux pas aller. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de message que les autres personnes peuvent entendre de la part du patient, de la personne qui souffre de la sclérose en plaques. Donc, le regard d'autrui est aussi très pesant, malgré tout, pas spécialement dans la sclérose en plaques, dans énormément d'autres pathologies, mais le regard est... Voilà. Ouais. Et le fait d'avoir en face de soi quelqu'un que l'on voit qui a un souci physique, n'est pas perçu par la personne en face de la même manière que quand ça ne se voit pas, évidemment. Exactement. Et c'est pas pour ça que la souffrance n'est pas là, et c'est pas pour ça que le handicap n'est pas là. Et c'est vrai que, le dialogue pour moi est essentiel. Je parlais de la fatigue parce que c'est vraiment un des premiers symptômes. Et que pourtant, tout le monde peut parler de sa fatigue, mais c'est pas la même fatigue. C'est pas du tout la même fatigue. Non. Et donc, c'est compliqué parce qu'on rentre dans des dialogues de sourds où on essaye d'expliquer sa fatigue, mais personne ne peut comprendre la fatigue à part quelqu'un qui vraiment a une sclérose en plaques. Donc, encore une fois, c'est passer de l'autre côté du miroir, moi j'appelle ça. Donc, c'est être patient. Donc, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme également, oui. Mais c'est intéressant, et M. Van Pech le signalait, en médecine, mais de manière très large, en fait, il y a très peu de psychologie, il y a très peu cet accès justement à l'écoute, autant évidemment qu'on peut lui donner, mais aussi à cette possibilité de passer, comme je dis, de l'autre côté du miroir, parce que être empathique envers un patient, ce n'est pas tomber dans la sympathie, mais d'un autre côté, il faut quand même frôler cette sympathie. Vous voyez, c'est comme on le disait, c'est un lien qui se crée, c'est une confiance qui s'installe. Le patient va parfois faire ce qu'on appelle le shopping médical, mais le shopping médical est parfois bien nécessaire pour enfin être en lien avec son neurologue et être bien avec l'équipe et avec cette personne qui va l'accompagner toute la vie, en fait. Donc, oui, c'est important. Mais c'est important quand vous parlez du shopping médical, parce que beaucoup de patients n'osent pas changer de neurologue, parce que voilà, c'est le neurologue, c'est le médecin, on a encore un respect
très grand et on n'ose pas dire bah non, moi je suis pas heureux avec sa prise en charge ou comment il me parle ou voilà, je le sens pas. Une crainte, je pense. Oui, et c'est un droit qu'on a et on a la chance en Belgique de pouvoir non pas faire du shopping médical, mais d'aller vers quelqu'un qui finalement avec lequel on va pouvoir avoir une vraie relation de traitement consenti et serein, puisque c'est important dans une maladie chronique. Il y a même quelque chose de plus, c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est que le premier neurologue qui diagnostique, c'est le méchant. C'est la personne qui va avoir annoncé. Et donc, c'est compliqué de rester avec son premier neurologue. Et bien souvent, alors, on aura besoin d'une deuxième confirmation, finalement. Et parfois, des patients vont encore aller plus loin, mais vont sans doute revenir, en fait, au premier. Donc, en se disant, ben oui, en fait, c'était vrai, mais je n'étais pas prêt. De nouveau, je reviens avec cette question de disponibilité, d'être prêt à entendre, en fait. Ouais, complètement. Donc, cette motivation, et Peter, vous pouvez peut-être aussi en parler. Oui, une motivation pour moi. Donc, comme toi, je suis aussi très positif normalement. Tout le monde me dit, tu souris toujours, il y a toujours le soleil. Quand il y a la pluie, c'est bien pour les fleurs. Donc, pas de problème. Ça, je trouve que c'est important. Parce qu'il faut être positif dans la vie. Oui? Si tu as le CEP ou pas. Il y a plus de choses que tu peux encore faire que tu ne peux pas faire. Parce que tout le monde pense toujours des choses qu'on ne peut pas faire. Mais on peut toujours faire des autres choses qui sont peut-être, tu ne penses pas à faire, mais ils sont là. Je pense aussi d'avoir de confiance à toi-même, mais aussi en ton groupe médical ou ton assistante, etc. Très important, et demander d'assistance si nécessaire. Ça, c'est très dur, spécialement au début. Oui, parce que de temps en temps, il faut demander quelqu'un de faire quelque chose quand tu ne peux pas. Mais ça, c'est toujours, quand je tombe, par exemple, oh non, c'est OK, c'est juste pour rigoler. Je dis, mais c'est pas vraiment rigoler, par exemple. Et ma femme, non, pas ma femme, la petite de l'autre fois, on fait des marches sur un escalier et je tombais. Je dis, oh non, papa, c'est pas bien. Je dis, c'est OK, oui, on remonte. Donc, elle voulait m'aider. Je pense de temps en temps, il faut un peu d'assistance. Ce n'est donc pas ça, c'est de nouveau difficile de temps en temps de demander. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de se faire aider. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour moi un peu des choses. Et en plus, ça, je voulais dire, d'être ici aujourd'hui, ce soir, ça, c'est vraiment motivant. Ouais. J'espère pour toi extrêmement aussi. Positif. Et, je l'ai dit dès le départ. Merci vraiment de nous donner la parole. C'est clair, c'est donner de l'importance de pouvoir laisser quelqu'un s'exprimer. Et en plus, je ne m'exprime pas que pour moi parce que j'ai des réponses pour d'autres patients qui sont amis avec moi. Donc si, c'est une chance. Merci d'ailleurs de me l'avoir octroyé. Et pour partager des expériences, c'est important aussi, pas seulement pour nous deux, mais aussi pour les autres gens qui regardent, j'espère, ce soir. Mais à l'heure d'Internet et où la tribune est assez facile à prendre en main, c'est peut-être des choses que vous pouvez peut-être initier maintenant que vous vous êtes rompu à l'exercice. Ah oui, voilà. Voilà, vous pouvez devenir des ambassadeurs peut-être pour multiplier des choses. Alors le but évidemment de notre table ronde aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des pistes d'amélioration dans la prise en charge des patients. Et au vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est peut-être bien d'essayer d'en distinguer quelques-unes parce que voilà, on pourrait parler des heures, mais on a parlé tout à l'heure de la téléconsultation qui, effectivement, après cette période Covid, semble être une piste intéressante puisque tant du côté des professionnels que du côté du public et des patients, finalement, c'est pas si compliqué. Non. Et qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager vraiment ? Ça, c'est une piste d'avenir ? Sûrement, oui. Ça dépend si le patient le veut. Et aussi, quand c'est un premier épisode, par exemple, une première intervention, une réunion, à ce moment-là, je trouve que c'est très important de vraiment voir en live, parce que tu peux voir beaucoup plus. Hein. On parle avec des mains, avec des choses, et ça, tu manques. Parfois, les patients habitent vraiment loin, donc pour eux, et parfois, ils doivent demander de l'aide pour venir à l'hôpital en consultation, donc c'est vraiment un confort pour eux. C'est ça. Ça coûte quelque chose de temps, d'argent, d'énergie. Oui. Ça permettrait peut-être de multiplier aussi les consultations pour ceux qui en ont le plus besoin, en tout cas à certaines étapes de leur parcours personnel.
Et peut-être plus, mais plus court, ça dépend. Oui. Je ne sais pas. Mais plus surtout sur le pays, c'est ça? Oui. Oui. C'est surtout ça. Oui, ça permettrait une meilleure répartition Mais géographique. je pense que oui, Ouais. franchement. Enfin, c'est cruel, c'est cruel ce manque dans certaines parties du pays. C'est récurrent, je trouve, vraiment. Oui. Et pas seulement sur le psychologue ou sur l'infirmier ressource. Il y a d'autres choses qui sont, je pense, vraiment en manque. Et quand on parle d'équipes pluridisciplinaires, c'est vrai que quand elles sont organisées au sein d'un... Une convention, Oui, c'est Ouais. c'est beaucoup plus simple, mais ça serait bien. ce serait bien. Mais ce serait bien aussi Tout à fait. de pouvoir faire des liens avec des prestataires privés, mais qui travaillent en réseau autour d'un même patient. C'est aussi quelque chose qui pourrait... L'idée, je trouve, qui serait bien à mettre en place, c'est un peu style une association telle que les AA, par exemple. Donc pas spécialement un rassemblement de venir dire, voilà, je parle spécialement, non, mais savoir qu'à un endroit clé, il y a une écoute, il y a un temps qui va être octroyé à la personne sans limite. Évidemment, entendons-nous bien, on doit donner à tout le monde, je comprends, mais je crois que vraiment, ça manque d'avoir un endroit où on sait qu'on peut aller et qu'on va pouvoir poser toutes les questions qui nous viennent en tête, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau de rencontres d'ailleurs. Je sais que la Ligue rassemble pas mal de choses à ce sujet, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, malgré tout. En tout cas, dans l'air du temps. Ça, dans les centres qui ont une convention, on peut réunir comme ça les différents... Enfin, le patient peut passer d'un professionnel à l'autre et ça, c'est vrai que c'est bénéfique pour le patient. Alors, on le disait tout à l'heure en termes d'information. Peter, vous avez évoqué le fait de faire des formations, peut-être d'éducation thérapeutique. C'est pas organisé aujourd'hui sans que ce soit trop standardisé, mais il y a des bases. Il y a des bases à connaître pour comprendre. Voilà. Or, si C'est on vrai les qu'en reçoit France, par exemple, vous aviez parlé du patient partenaire, hein, c'est ça. Donc en France, c'est déjà bien, pas. Ah oui, c'est établi. bien instauré, établi, les patients oui. partenaires, oui, et ça fonctionne assez bien. Donc, J'ai personnellement moi-même été dans la classe de mon fils en primaire. C'est son instituteur qui m'avait demandé si j'étais d'accord de venir expliquer ce qu'était la sclérose en plaques, sans rentrer évidemment. Je n'ai pas la prétention d'être médecin, mais je me suis retrouvée devant une classe d'enfants de 5e et 6e primaire qui étaient très à l'écoute et qui ont vraiment apprécié ce moment parce qu'ils ont pu faire tomber des barrières d'avoir peur, de se retrouver face à quelqu'un qui a par exemple un problème physique et on n'ose pas aller vers lui parce il est différent, la différence fait peur, c'est bien connu, et le fait d'en parler a directement ouvert les portes. Ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus... je me demande si les écoles ne seraient pas aussi un créneau à informer, malgré tout. Je ne sais pas à partir de quel âge, je ne sais pas dans quelle tranche, je sais pas, mais je trouve qu'il y a peut-être bien quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Au niveau de la sensibilisation, c'est sûr. Maintenant, ça passe toujours mieux par l'intermédiaire d'une personne Tout à fait. qui appartient à l'environnement, que ce soit via l'enfant, une institutrice, parce Tout à que fait. l'écoute est sans doute différente. Je pense qu'il y a aussi un manque, si je peux. Oui, bien sûr. Un manque d'éducation de médecins. J'ai une fois demandé de mon prof de l'hôpital à Louvain de faire un discours aux leurs étudiants. Oui, il y a un groupe de 30 étudiants, je pense. Et donc, ils devaient deviner ou bien voir qu'est-ce que j'ai comme pathologie. Et donc, finalement, après, je pense, 10, 15, 20 minutes, ils ont reçu la réponse. Et je dis, OK, comment est-ce que tu expliques ça maintenant à ton patient? Parce qu'ils connaissent tous les mots médicaux, mais ça, c'est un truc de communication entre les mots médicaux et un patient, qu'est-ce qu'il comprend? Ça, c'est un manque, je pense, encore. Ouais, c'est pas évident. Non. Mais donc, dans l'éducation de médecins même, je trouve que ça, c'est une chose qu'on peut aussi améliorer. Évidemment, ici, c'est difficile de le faire, mais juste une idée j'avais. Ouais. Est-ce que ce genre de rencontre, justement, c'est aussi une façon de prendre davantage conscience d'un côté des difficultés qui sont liées à l'hôpital, à l'organisation des soins, etc., et les attentes des patients, puisque parfois on se rend compte qu'il y a un gouffre et qu'il y a peut-être un meilleur équilibre à trouver en se parlant davantage?
professeur Bien Van sûr, Pletsch. c'est important d'avoir un espace de parole et il n'est pas suffisamment fréquemment utilisé, je pense. Donc c'est une très bonne initiative de pouvoir, écouter les attentes ou le vécu finalement du terrain et de personnes qui vivent la maladie au quotidien avec sa diversité, effectivement. Oui. Mettre le patient au centre, finalement, comme on le disait tout à l'heure, donc acteur, mais donc au centre. C'est le patient qui nous informe, finalement, qui nous permet d'évoluer. Enfin, moi, j'ai commencé justement de zéro. Donc, j'ai fait mes études de psychologie, j'ai travaillé en centre psychiatrique, et puis je suis arrivée dans un service de neurologie, et j'ai découvert, en fait, qu'était la sclérose en plaques de A à Z. Et aujourd'hui, on me demande parfois si j'ai la sclérose en plaques. Parce que justement, je me suis... mais c'est interpellant, mais c'est parce que moi, je me suis informée via les patients. Donc, ils m'ont donné leur vécu, leur sensibilité. Et ça m'a beaucoup appris, en fait. Et je pense que ça doit être remis régulièrement au centre. C'est l'information. Et donc, en effet, la personne ressource pour le patient, ça peut être un autre patient. Mais encore une fois, avec des précautions. Je pense que, par exemple, quand vous le décrivez, vous avez un vécu, une histoire derrière. Il y a eu un petit bonhomme de chemin qui a été fait, comme je disais tout à l'heure, avant de pouvoir aider quelqu'un. Il faut pouvoir être bien soi-même, en fait. Et pour être bien soi-même, il faut déjà justement avoir accepté la maladie. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte, c'est quelque chose qu'on intègre. Donc, dans son quotidien, ça veut dire avoir aussi fait des choix, se rendre compte qu'il y a des limitations, pouvoir s'écouter, pouvoir donner finalement des conseils, des trucs et astuces au quotidien. C'est être à l'aise avec ces trucs et astuces au quotidien. Et donc, ça veut dire que l'émotionnel doit déjà être, même s'il ne sera jamais à zéro, c'est qu'il soit calmé, on va dire, que il n'y ait plus de sensibilité à fleur de peau par rapport à des vécus, par rapport à des confrontations qu'on peut avoir de la maladie. Et donc, ce patient ressource, c'est une personne qui va devoir donner de l'information, mais tout en s'oubliant aussi un petit peu. C'est-à-dire par là que c'est de l'écoute, c'est de donner des informations, mais tout en se disant qu'on donne ce qu'on peut, mais on ne doit pas faire de copier-coller de nouveau. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vécu, que la personne en face de nous ne sera jamais dans la même situation tip-top, on va dire, que celle qu'on a pu vivre. Donc il faut, à mon sens aussi, que les médecins puissent informer ces personnes ressources, et je crois que ça se passe comme ça au Canada, c'est que ce sont les neurologues, en fait, les infirmiers, qui vont donner de l'information à la personne référente, donc au patient référent, et qui vont alors pouvoir, de par plus leur présence dans le vif du sujet, pouvoir donner de l'information plus juste et plus appropriée. Ouais. D'ailleurs, en France, il y a pas mal de patients experts aussi. Ils portent un autre nom, mais c'est quelque chose qui émerge dans différentes pathologies. Je n'ai pas l'impression qu'en Belgique, ce soit déjà aussi déployé. Non, tout à fait. En Flandre, oui, parce que je vais m'inscrire sur un trajet pour être patient expert. Et donc là, à ce moment-là, tu peux aussi être demandé de parler pour des groupes comme il est, ou pour des sociétés ou d'autres choses, l'hôpital, etc. Donc ça, je viens rencontrer ça. Normalement, ça doit commencer dans 2 mois, je pense, mais ils sont en train de voir qui s'inscrit et voir leur CV, on va dire, leur expérience, spécifiquement dans le CEP. Ouais. Mais je pense qu'encore une fois, c'est, comme le disait Madame, c'est aussi, ça fait partie en fait de l'acceptation de la maladie et de ce petit trajet, on va dire, que chacun va faire. C'est que quand on est actif dans sa maladie, mais quand vous disiez vouloir aider les autres, c'est que vous avez déjà mûri votre maladie, mais que ça fait partie aussi de cette manière d'appréhender les choses et de reprendre du contrôle en fait potentiellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les patients ont besoin de transmettre l'information. Donc sur les forums, c'est pas seulement pour avoir de l'information, c'est aussi cette volonté de donner de l'information, de transmettre, parce qu'on sait tous en fait qu'il manque cruellement d'informations et de références solides. Donc voilà. Après, je répète que les forums sont apprendre avec. Mais le soutien et l'écoute, c'est quand même sur les forums est très important. Voilà. Et puis même pour aider pour le mental, certains patients peuvent parler par exemple de mindfulness ou de méditation, etc. Et peut-être donner des conseils auxquels on n'aurait pas pensé en tant que patient pour décharger les tensions internes. Tout à fait.
D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'émotionnel, qui est là à différents degrés, on va dire, au fur et à mesure de l'histoire de la maladie. Est-ce que ce serait intéressant que justement patients et professionnels travaillent ensemble sur une espèce de découpe des différents moments sur la ligne de temps pour faire de l'information plus appropriée, puisque au moment où on reçoit un diagnostic, on n'entend rien, on n'entend que la maladie. C'est pas la peine de vous dire il y a des traitements, on va faire ci, on va faire ça. Il faut d'abord avaler la pilule. Et puis il y a différentes étapes à franchir. Et on a l'impression que l'information qui existe n'est peut-être pas encore suffisamment adaptée, ce qui donnerait peut-être une impression de personnalisation plutôt que de la standardisation qui est nécessaire pour les traitements médicamenteux, parce que là, on ne peut pas inventer de l'information, mais pour essayer d'avoir quelque chose de plus équilibré. Ça pourrait être envisagé, mais encore une fois, c'est pas standard en fait. Une personne va peut-être très rapidement passer à cette période d'acceptation, et en revanche, d'autres vont passer assez rapidement à ce qu'on appelle de la résignation. Donc c'est vraiment un abandon, la maladie est gagnée. Elle prend toute ma vie et j'abandonne et on tombe dans une forme de dépression. Et puis, il y a toute une nuance qui est apportée. Des patients vont passer par des périodes, comme on dit, de marchandage. Donc, ils vont accepter certaines choses. Donc, certains médicaments vont être acceptés, pas d'autres. Donc, j'accepte, par exemple, de prendre un traitement par voie orale. Je ne veux pas me faire injecter, mais je veux pas passer de temps à l'hôpital. Donc, ça, c'est encore une fois une question de besoin des patients qu'il faut pouvoir entendre. Mais voilà, encore une fois, est-ce qu'on peut standardiser ? Je ne pense pas. Mais je crois que plus que jamais, et c'est vraiment vers ça qu'on va, les médecins sont de plus en plus ouverts à cette possibilité de mettre le patient au centre de la discussion et de la décision par rapport au traitement. Et je pense que c'est ça la clé, c'est d'avoir en effet des standards en termes d'efficacité de traitement et dans quelle situation on donne tel traitement, première ligne, deuxième ligne, par rapport aux lésions, la charge lésionnelle, etc. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir entendre que veut le patient finalement, et d'être vraiment à l'écoute de ça. Si en effet certains patients ne sont pas prêts pour un traitement, c'est d'attendre, comme le disait le docteur Van Pesch, on postpose, on va évidemment interpeller le patient par rapport, si c'est le cas, à les questions de l'urgence thérapeutique, même si, comme je le disais tout à l'heure, l'urgence n'aura jamais d'efficacité si le patient n'est pas preneur de son médicament, il n'adhérera pas et il ne sera pas compliant. Mais la plupart du temps, ce sera vraiment d'être à l'écoute de son patient, de pouvoir entendre qu'à certains moments, il y a un traitement qui n'est plus du tout possible pour lui parce que les injectables sont inacceptables, il ne le supporte plus, on l'a entendu, ça change d'une phase à l'autre. Par rapport au travail, est-ce que c'est possible justement de s'absenter, d'aller à l'hôpital pendant plusieurs heures, voire bien souvent, hélas, une journée, et d'y passer un certain temps, et peut-être aussi d'avoir des effets par après. Donc la journée post-hospitalisation est souvent très éprouvante aussi pour les gens. Donc il faut pas négliger ça. Et je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est très compliqué de faire quelque chose de standardisé. Donc oui. Non, des outils d'orientation peut-être, tout à fait. Mais c'est assez compliqué. Je vois que le temps tourne et on a promis bien sûr à ceux qui nous regardent de prendre quelques questions. Donc on va voir ce qu'ils nous demandent. Première question. Certains patients ont l'impression d'être mis de côté par manque de prise en charge de la part du corps médical multidisciplinaire. Comment garder une vie active sociale malgré ce sentiment d'isolement ? Quel conseil ? Qui veut répondre ? Je pense que le parrainage pourrait entrer en aide là-dedans, justement, pour un soutien, en tout cas un soutien d'écoute et un soutien de temps. Je pense que ça pourrait déjà être une bonne chose. L'isolement, c'est un réflexe. Donc, ce jour, c'est ma casquette de psychologue, je m'en excuse, mais moi je le vois toujours sous ce prisme-là. C'est que être isolé, parfois ce sont les patients en fait, qui s'isolent d'abord parce qu'ils en ont besoin pour de nouveau intégrer tout ce processus cognitif d'intégration, de compréhension de la maladie et puis justement de choix par rapport au traitement et de l'évolution de la vie en général par rapport à la maladie.
eh bien, nécessite justement un repli sur soi. Et ce repli sur soi, il ne doit pas durer trop longtemps. On interpelle souvent justement les patients qui restent trop longtemps repliés sur eux-mêmes parce que le besoin social est extrêmement important. Donc, je vous rejoins sur le fait que l'entourage social est extrêmement important, que ce soit des pairs, donc des personnes finalement qui vivent la même chose, ou que ce soit finalement l'entourage social voilà, professionnel, amical, la famille. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important. Il faut le répéter, les différents confinements qu'on a pu vivre ont montré à quel point les gens étaient isolés et perdus en fait quand le contact social était rompu. Et s'il y a bien quelque chose qu'on a pu remarquer dans nos pratiques, je pense, comme vous le disiez, c'est que les patients sont demandeurs de ne pas rompre ce lien. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de pouvoir contacter l'autre, une cellule voilà, référente, mais aussi les autres en général, prendre contact. On a besoin en fait, on est des animaux sociaux, j'allais dire. On a besoin des autres pour être, parce qu'on s'en inspire. Pour faire face à la vie en général, et aussi parce que tout simplement le partage en fait permet de faire en sorte que ça soit moins lourd, que nos expériences de vie soient moins lourdes, moins difficiles. Donc oui, c'est vraiment les autres en fait qui sont importants. Il faut plus d'infirmières ressources, plus de psychologues et il faut des parrains. Les parrains, voilà, les parrains, exactement. Je pense aussi Et puis travailler aussi. Et si je peux me permettre, je pense aussi qu'il faut une meilleure coordination, parce qu'on parle de tellement de personnes, Tout à fait. elles sont toutes là, mais finalement on communique très peu ensemble. En fait, chacun, que ce soit à l'hôpital, en extra-hospitalier, déjà il y a très peu de contacts, et il faudrait vraiment établir un trajet de soins où les différents acteurs, que ce soit du parrainage, la ligue, le kiné, le médecin traitant, l'infirmière ressource, le neurologue, tout le monde doit mieux communiquer. En fait. Communiquer ne doit pas être juste oral, mais aussi informatique. Éventuellement. Mais oui, mais à l'heure de la technologie, des réseaux de soins intégrés sont tout à fait possibles. Son base de données avec son patient, c'est pas à toi, mais c'est important. D'ailleurs, au niveau social, on n'en a pas du tout parlé ce soir, mais le milieu professionnel est aussi très important et l'information devrait sans doute y être améliorée parce que voilà, une personne qui a la sclérose en plaques et qui continue à travailler doit sans doute bénéficier d'attention différente et pas uniquement de compassion ou de rejet. Donc, oui, bien souvent, ça n'est pas dit parce que ça change. Tout à fait. En parallèle, est-ce que la personne va parler de sa sclérose en plaques? Pas toujours, et dans le milieu professionnel encore moins, parce que justement il y a un risque d'exclusion, il y a un risque de remise en question des capacités en fait, donc des capacités intellectuelles, physiques et des capacités tout court finalement à fonctionner en équipe ou d'un point de vue social. Et encore une fois, c'est de l'information qui permettrait justement d'être plus correcte, mais là c'est un travail de grande ampleur. De grande ampleur, voilà. effectivement. C'est aussi le fait de ne pas en parler, c'est la peur qui est là derrière, de toute façon. Donc, c'est qu'il y a un manque de protection. Complètement. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement, pour vraiment favoriser le maintien de l'intégration socio-professionnelle. Et là, les différentes instances administratives, etc., je pense, ne sont pas suffisamment présentes que pour guider les trajets professionnels des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et donc là, il y a un travail sociétal, en fait, à envisager aussi. On va prendre une deuxième question parce qu'elle est aussi intéressante et elle s'adresse peut-être davantage à vous, professeur Van Pech. Un patient nous demande pourquoi le délai entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic de la SEP est parfois si long. Mais oui, ça de nouveau, on en revient à l'individualité de la pathologie. Voilà. Il y a des symptômes, certaines poussées par exemple, font aisément et rapidement penser à un premier épisode de sclérose en plaques et le diagnostic est posé rapidement. Et puis, de temps en temps, la maladie démarre beaucoup plus insidieusement, avec des symptômes aspécifiques. On connaît maintenant de la littérature scientifique et des études que les tout premiers symptômes de la sclérose en plaques démarrent des années avant la première poussée et avant le diagnostic, et parfois par des choses totalement aspécifiques où les patients sont fatigués. Ils consultent différents spécialistes pour des troubles digestifs, des troubles urinaires, mais on ne pose jamais de diagnostic. Et puis, à un moment donné, arrive un symptôme neurologique plus clair, plus franc,
qui va mener au diagnostic de la sclérose en plaques. Et donc il y a cette phase prodromale où il est relativement difficile de la diagnostiquer parce que c'est encore aspécifique. Ouais. Alors, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès dans le domaine médical neurologique parce que maintenant, bien, il y a des critères bien établis et on peut poser le diagnostic dès les premières manifestations de la maladie. Et donc, quand même, la plupart des formes de sclérose en plaques se diagnostiquent quand même assez rapidement dès le premier événement clinique maintenant. Est-ce qu'on peut espérer dans la médecine du futur que ces indicateurs justement biologiques ou physiologiques soient détectables beaucoup plus tôt en faisant, je sais pas, un super scanner du corps? Oui, on peut toujours rêver, je dirais, mais il est important de dire qu'on traite un malade qui a des symptômes cliniques bien établis d'une maladie neurologique. Et donc, c'est vrai qu'au stade prodromal, la maladie se prépare. Et donc, je pense que ça va être très difficile d'imaginer qu'on va screener, on va faire des IRM à tout le monde pour la diagnostiquer des années avant. Ouais. Là, je pense que c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Mais que le corps médical soit alerte et attentif aux premières véritables manifestations neurologiques, ça, effectivement, ça, je pense, c'est de l'ordre du possible, bien sûr. Et nous aurons des moyens de diagnostiquer, effectivement, avec un accès plus facile à l'IRM, avec peut-être certains biomarqueurs qui nous donneront des indicatifs par rapport à ça. Et des IRM de plus en plus pointus et plus fins aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une question qui revient bien sûr sur le nombre d'infirmières ressources dont on a parlé. Hein. Je lis la question parce que je trouve qu'elle est assez pertinente. Donc, bonjour, j'apprends qu'il n'y a qu'une poignée d'infirmières ressources et principalement en Flandre. Pourquoi ? Est-ce un problème de région, de financement ? Un patron de la région liégeoise peut-il bénéficier des services et réponses de l'infirmière de Bruxelles ? Oui. Oui, si je peux me permettre, et je te laisse la parole. Donc, l'infirmière ressource n'est pas une fonction reconnue officiellement à l'heure actuelle en Belgique. C'est bien reconnu, par exemple, pour la coordination des soins du cancer, par exemple, ou par exemple pour le diabète, où là, on reconnaît le rôle d'une infirmière spécialisée. Ce n'est pas encore le cas. L'INAMI ne reconnaît pas encore le rôle officiellement d'une infirmière spécialisée en sclérose en plaques. Et donc, il y a un problème de financement très clair pour les hôpitaux pour pouvoir bénéficier d'une infirmière ressource au sein du centre hospitalier. Et donc, c'est vraiment une initiative que, en tant que, par exemple, membre du groupe belge d'études de la sclérose en plaques, nous avons un groupe de travail pour aller vers les instances politiques pour essayer de faire du lobbying pour faire reconnaître officiellement enfin cette fonction. Dans les instances internationales, il est maintenant reconnu que c'est vraiment le binôme qui est crucial pour une prise en charge adéquate de la sclérose en plaques. Et il faut le faire officialiser ici en Belgique. Donc c'est vraiment une question de financement. Ouais. Donc voilà un beau challenge et pour les professionnels et pour les patients. Tout à fait. Dans la question, la personne dit, voilà, est-ce que quelqu'un qui habite à Liège peut aller dans un autre centre à Bruxelles parce que là, on sait qu'il y a une équipe pluridisciplinaire avec une infirmière ressource. La liberté thérapeutique en Belgique, elle est là. Donc, a priori, la réponse, elle est oui. Oui. Il n'y aura pas de souci. De notre côté, par exemple, on ouvre, enfin, je me permets de proposer justement aux patients venant de d'autres hôpitaux et suivis par d'autres neurologues de venir, par exemple, au groupe de parole, au groupe d'information. Il n'y a pas du tout de nécessité de faire partie de la patientèle d'un neurologue du Chirec pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Parce que justement, on posait la question, c'est rare. C'est rare et donc les patients vont chercher là où c'est possible. Donc oui, c'est important de répondre à cette personne en disant qu'elle a tout à fait le droit de circuler librement et d'être de nouveau bien à son aise par rapport à sa pathologie, donc d'aller chercher l'information. Et je dis bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas du shopping médical. Là, on ne parle pas de shopping médical, on parle d'un besoin finalement de répondre à une demande, de retrouver du contrôle sur sa vie, sur la maladie en général. Donc sans inciter les patients à tout chambouler dans leur traitement, c'est sûr que ils ont le droit d'aller chercher ce dont ils ont besoin là où c'est offert. Je l'entends bien, mais ce que je n'entends pas, c'est l'information.
Tout ça, je l'apprends ici. Je me dis, enfin voilà, c'est une preuve flagrante du manque d'informations qu'il y a vis-à-vis des patients qui sont concernés. J'entends et c'est très bien, mais comment est-ce que je suis informée s'il n'y a pas cette table ronde ce soir, qu'il y a une infirmière ressource, qu'il y a une psychologue et que l'on peut venir discuter. Enfin, je trouve ça, je sais que les normes RGPD sont devenues très... voilà, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen d'avoir un fichier avec les personnes qui sont malades et leur envoyer peut-être ce qu'il y a de disponible, ce qu'on peut faire sur... ce qu'on peut recevoir comme aide, ce qu'on peut... Tout à fait. Enfin, Mais moi, je trouve, voilà, c'est ce que disait le docteur Van Pech, c'est de pouvoir avoir, et donc c'est important, et je pense que ça fait de nombreuses années qu'on interpelle les politiques pour aller dans ce sens, c'est de créer finalement un trajet de soins pour le patient et de leur donner la possibilité d'être accompagnés le mieux possible dans leur pathologie et dans l'évolution finalement de leur prise en charge. Donc, on parlait tout à l'heure de l'administratif, c'est un labyrinthe pour les patients. C'est la folie. Et c'est surtout, dingue. Oui. tous les domaines. Oui, parce qu'il y a pas mal de démarches finalement qui nécessitent d'être actifs. Ça n'est pas, on va dire, un tapis qui se déroule devant soi et qui va se simplifier au fur et à mesure qu'on avance. Non, au contraire, ça se complexifie et les patients l'expriment vraiment, être dans cette sensation de labyrinthe, d'être perdu finalement et de ne pas savoir à quel sens vouer finalement. Et nous, en tant que justement neurologue, infirmière référente et psychologue référent, on n'a pas la possibilité en fait d'avoir toutes ces informations. Ça dépasse, on va dire, notre capacité de travail. Là, il y a vraiment quelque chose de purement administratif, des remboursements qui vont se faire différemment selon les mutuelles, selon les assurances justement complémentaires que les patients vont prendre. Et c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Donc, c'est vraiment plus de notre ressort. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, la question suivante est tout à fait en lien, parce que la personne demande, mais voilà, que font les mutuelles ? Il y a un manque de visibilité, de reconnaissance et d'information au niveau des mutuelles, alors que les patients sont probablement identifiés comme étant des patients avec sclérose en plaques. Donc, pas toujours, hélas. Pas toujours. Pas toujours, hélas. Hélas, pas toujours. On remarque qu'en fait, il faut parfois des attestations de neurologues pour vraiment prouver qu'il y a une pathologie chronique. Et à renouveler chaque année. Chaque année. Chaque année. C'est Pour une chronique, maladie. mais quand même, il faut faire une fois par an. Donc, on aimerait bien, comme on disait tout à l'heure, que la maladie ne soit pas chronique et qu'elle n'ait pas justement ce besoin d'être répétée. Mais si, c'est bien le cas. Tout à fait. Donc, pareil pour les kinés, donc la reconnaissance de pathologies lourdes. Pareil, c'est de nouveau quelque chose de pas automatique. Il faut le renouveler systématiquement avec toute la difficulté que certains patients peuvent avoir de devoir tenir ça à l'œil. Quand tu oublies, tu bien perds sûr, quelques mois. Alors, il y a l'administratif qui est lourd à gérer, mais il y a aussi le financier, Exactement. qui selon les mutuelles ou les assurances que l'on a ou que l'on n'a pas, Exactement. et on se retrouve avec des patients qui ne savent plus se soigner parce que le financier, ils sont sur la mutuelle, ils ont 2 fois rien comme et la clinique de la douleur. Je vais prendre la gestion de la douleur. Oui. C'est aussi quelque chose qui est récurrent dans la sclérose en plaques. J'ai dû moi-même faire les démarches de savoir où je devais aller, mais ça fait 4 ans que je cherche pour avoir quelque chose d'autre que les molécules qui existent au jour d'aujourd'hui pour me soulager de mes douleurs. Et là, j'arrive au bout, mais c'est moi qui ai trouvé ça. Et je me retrouve à la mutuelle, on me dit « Ah ben non, madame, ça, on n'entre pas en ligne de compte, sauf si vous avez tel ou tel style spasticité, entre autres. » Mais enfin, c'est illogique, c'est même quelque part de la non-assistance à personne en danger pour certaines personnes qui sont vraiment très mal, qui ont très mal, qui sont très fortement atteintes. Je trouve que c'est pas juste. C'est pas juste. Pour ça, la Ligue de la sclérose en plaques, vous en parliez, vraiment est très présente pour ça. Et d'un point de vue social, ils sont vraiment performants. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux. Et c'est vrai qu'ils ont cet aspect un peu vieillot. Mais ils y travaillent. C'est-à-dire qu'ils sont restés justement dans cette ancienne mentalité de la maladie, il y a une évolution, quelque chose qui peut d'office passer par une perte au niveau physique. Et donc, finalement, la chaise roulante, c'est vraiment l'image qu'ils représentent au niveau de la Ligue. Et ils ont vraiment pris conscience de ça. Ils ont évolué, ils avancent au fur et à mesure, ils changent vraiment d'optique. Et c'est nécessaire d'ailleurs. Et je pense que ça va
voilà, ça va aider à ce que les personnes plus jeunes, nouvellement diagnostiquées, retournent en fait vers eux. Mais je pense aussi que les médecins ne doivent pas hésiter à référer en fait via la Ligue. Les assistants sociaux sont aidants et c'est complémentaire, encore une fois. On a les assistants sociaux, évidemment, qui travaillent dans les hôpitaux chez nous, mais qui ne sont pas aussi pointus, on va dire, dans le domaine, qui n'ont pas toutes ces capacités et surtout, ils n'ont pas la disponibilité non plus pour accompagner les patients, par exemple, auprès de la mutuelle ou auprès du SPF, Sécurité sociale, donc ce que les patients appellent la Vierge Noire. Ça, ce sont toutes des démarches très difficiles, mais que la Ligue peut vraiment aider à faire. C'est important de le souligner. Oui. Oui, il y a une question, et je me doutais bien qu'on allait avoir une question là-dessus, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. Ça concerne le lieu de travail. Comment sensibiliser mieux, en fait, le secteur professionnel pour avoir quelque chose qui soit plus adapté au handicap, quand le handicap est là, quel qu'il soit, d'ailleurs. Parce que la fatigue fait aussi partie du handicap. Il y a des jours où on est en forme et puis des jours où ça ne va pas du tout. Donc, quels sont les... Pourquoi le patient ne dit pas toujours qu'il a la sclérose Oui, en plaques. exactement. Oui. La boucle est bouclée. Voilà. C'est sûr, mais est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, justement, au niveau du secteur professionnel ? De la protection. Mais de la protection dans un sens comme dans l'autre, parce que je peux me mettre à la place du patron. S'il a prévu que son ouvrier travaille sur un secteur bien précis et que ce jour-là, ça ne va pas, il est aussi, lui, coincé. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Oui, d'un côté, s'il n'est pas au courant, il fait prendre des risques qui peuvent aussi être très malheureux. Aussi, donc, voilà. Comment on peut rassurer les patients sur le fait d'en parler au travail, mais en étant sûr qu'ils soient écoutés? C'est tout l'enjeu, en fait. Et aujourd'hui... Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe c'est magique, pas. mais ça n'existe pas. Très honnêtement, pour le vivre au quotidien, les patients sont régulièrement justement stigmatisés sur le lieu de travail, alors même qu'ils n'ont aucun symptôme visible. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la croyance. Donc on revient plus de nouveau avec cette question d'information plus large. Donc, au niveau sociétal, cette évolution de qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques en 2021, je pense que c'est déjà ça, démystifier finalement les croyances et la peur de la sclérose en plaques et du handicap. Et ensuite, c'est vraiment du cas par cas. C'est qu'il y a des personnes qui vont être vraiment capables d'entendre la difficulté. Et j'entends très régulièrement des patients dire, voilà, ma directrice, mon directeur ou mon collègue, mon N+1, comme on dit, voilà, me comprend. Il a lui-même eu dans son entourage quelqu'un avec la sclérose en plaques. Et on revient au vécu, finalement. Quand on a été sensibilisé à quelque chose, on peut même mieux le comprendre, finalement. Mais il y a certaines personnes aussi qui vont complètement rejeter la personne, on parlait de différence, qui vont rejeter la personne malade comme si c'était au-delà simplement de la personne. C'est-à-dire que c'est ce qu'on donne, de nouveau je parle de psychologie, mais c'est le sens qu'on donne à la maladie finalement. Qu'est-ce qu'on donne comme sens à une personne malade? Est-ce que c'est une personne qui finalement peut faire partie de l'équipe et qui peut être tout aussi efficace que les autres? Ou est-ce que d'office, parce qu'étiqueté patient de sclérose en plaques ou patient de sclérose en plaques, ne sera plus capable, ne sera plus à même d'être à la hauteur d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue relationnel ou physique? On peut peut-être s'inspirer de ce qui existe dans d'autres pathologies. On voit que, par exemple, pour le cancer, il y a maintenant une réintégration au travail qui est mieux organisée parce qu'il y a de l'information, parce qu'il y a des patients experts aussi. Et donc, voilà, ces schémas qui sont un peu au début en Belgique, mais qui existent ailleurs depuis plus longtemps, sont peut-être des sujets d'inspiration pour se dire, voilà, aujourd'hui, le cancer devient heureusement aussi une maladie chronique quelque part, et forcément les gens continuent à travailler parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont besoin aussi d'une vie normale, donc c'est peut-être une source d'inspiration. Ils en ont besoin parce que c'est un contact. Ah oui, c'est très important. Un contact social, et c'est le sentiment pour certains d'utilité, d'efficacité dans la société, de place finalement qu'on prend dans la société.
Et pour d'autres, ce ne sera pas nécessaire finalement. C'est pour ça, de nouveau, c'est du cas par cas. Il y a des personnes qui sont finalement soulagées de ne plus devoir travailler. Donc, certaines personnes vont pousser à la réinsertion professionnelle et d'autres, au contraire, vont être soulagées, donc ne vont pas être motivées, on va dire, à ce qu'on les remette au travail activement. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas, De nouveau, ouais, c'est ouais. certain. Et de la tranche de vie que l'on vit aussi. Tout à fait. Il y a encore une question qui concerne plutôt l'adaptation du domicile, parce que ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. On demande ici quelle solution existe. La Ligue. Oui, Unanimement. Oui, la Ligue. oui. Parce que justement, les ergothérapeutes, on n'en parle pas non plus. Ça fait aussi partie des équipes pluridisciplinaires, pour autant qu'on y ait accès. Mais ce sont des gens qui s'occupent vraiment d'adapter la maison ou l'évolution de la maison. Ils peuvent venir voir à domicile Tout à fait. aussi. Tout à fait. Et il y a aussi de l'aide financière si elle est nécessaire. Et il y a également un apport financier qui peut être fait par la Ligue. D'accord. Donc la Ligue est la bonne source d'information Oui. pour ça. Je pense, oui. Ouais. Oui, il y a des organismes comme le phare, par exemple, qui sont présents pour aider tant au niveau professionnel qu'au niveau de l'adaptation justement du domicile. Mais encore une fois, il faut pouvoir être informé de l'existence de ces organismes. Et c'est vrai que je rejoins Madame, c'est la Ligue qui bien souvent fait le lien et qui va... par rapport à des hôpitaux comme dans lesquels nous travaillons, qui va reprendre alors contact avec les ergothérapeutes, qui va permettre justement qu'il y ait une transmission d'informations plus correcte et qu'on puisse aller vers une adaptation du domicile en ce sens, quoi. On arrive déjà presque au terme de notre discussion. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Si vous deviez retenir peut-être une idée pour relever le challenge qui était au cœur du sujet de ce soir pour améliorer la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques, quelle serait l'idée géniale, docteur? Oui, il y a eu plusieurs idées qui ont Oui, été tout à suscitées fait. dans la discussion, donc elle a été très riche, mais je retiens quelques mots-clés, je dirais. Donc c'est le besoin d'une prise en charge globale, ça c'est un appel quand même assez important. La notion d'équipe, on a parlé de donner du sens à la maladie, donc avec cet espace d'écoute et de parole. L'importance de l'empathie, de la relation thérapeutique. Et puis, je pense l'idée du parrainage patient, ça c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. Et j'ai trouvé ça assez séduisant et je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir de manière concrète pour le futur. Très bien, merci. Pour compléter M. Van Pech, je pense que moi, je retiens ce qu'on a vécu par rapport à notre période de confinement et ce besoin de nous renouveler. Et donc, finalement, c'est de fonctionner aussi de manière virtuelle, en distanciel, et de pouvoir, sans perdre le lien, continuer de manière tant virtuelle que présentielle. Donc c'est vraiment, quoi qu'il en soit, si nous devons un jour, et je ne le souhaite pas, revivre ce genre de situation, c'est de ne pas perdre le lien et finalement de prendre le relais avec les téléconsultations, donc les consultations à distance, mais aussi donc ces séances d'information à distance. C'est à mon avis l'avenir. C'est comme je le disais aussi une opportunité pour certains patients plus discrets de pouvoir s'informer et de pouvoir agir aussi, de pouvoir poser des questions, mais en toute discrétion, donc dans une certaine anonymat, on va dire. Quand on a juste Samsung, un tel en dessous, eh bien dans une présentation, on ne sait pas qui est derrière, mais on entend la personne poser des questions très, très intéressantes et qui va recevoir également des réponses à ces questions. Donc c'est plutôt cette question de téléconférence, de digital, de manière générale, de prendre le relais comme ceci. Ouais. Ok, merci. Alice Dehaene. Oui, moi j'entends bien que les patients ont vraiment besoin de contact entre eux et de contact encadré. Et c'est vrai que ce serait à développer, donc comme m'a dit Madame Deladrière, pourquoi pas par tout ce qui est digital et que les patients se sentent davantage encadrés quand il n'y a pas d'infirmière, oui. Voilà. Une infirmière virtuelle? Non, non, je rigole. Non. Mais donc d'avoir un échange, d'avoir plus d'échanges entre eux.
Et bon, c'est vrai que peut-être davantage, la Ligue organise quand même en fonction des communes dans leur petit journal la clé. Donc elle informe quand même des différentes après-midi qu'ils organisent ou quoi pour que les patients se contactent, enfin se rencontrent. Et nous, on a pas mal de patients quand même qui participent et qui s'investissent et qui sont contents. Très bien. Alors du côté des patients, vous retenez quoi de ces discussions pour améliorer la prise en charge? Moi, j'ai dit demander d'aide. Donc, cherche d'aide toi-même et être l'acteur de ton vie. Ouais. Informez-vous, c'est très important. Et si vous avez la chance d'avoir une équipe disciplinaire, c'est excellent. Parce que ça, vraiment, j'ai compris ça ici, que ce n'est pas partout. Je suis vraiment heureux d'avoir ça. Mais donc, c'est possible. Ouais. Et donc, oui, ça, c'est les 2-3 points que je trouve, je retiens d'ici ce soir. D'accord, merci. Sandrine. La même chose, le point que je voudrais qu'il y ait plus d'infirmières ressources, plus de psychologues qui soient spécialisés dans la CEP. Et je vais garder vraiment l'être humain au centre de tout ça. C'est vraiment... La période Covid, en plus, nous a montré que oui, certes, le digital a été utile, mais garder le lien absolument, vraiment, de donner cette place à l'être humain. On est vivant avant tout et on a besoin d'être entendu, besoin d'être écouté, d'être accompagné. Et le digital ne remplacera jamais, pour moi, le lien que l'on a besoin d'avoir avec d'autres patients et avec notre neurologue et avec, peu importe, garder ce lien malgré tout, qui pour moi est primordial, l'être humain avant tout. C'est sûr que le digital doit rester un support. On est d'accord. Ouais. Pour moi, en tout cas, oui. Mais ça peut ouvrir beaucoup de voies qui sont encore inexplorées ou en tout cas à leur début aujourd'hui. Et donc, on ne peut qu'essayer de multiplier en tout cas les idées ou les initiatives pour essayer de mettre ça à profit. Alors, moi, si j'ai une petite synthèse de tout ça à faire, déjà, premièrement, se rencontrer, se parler. Bon, je crois que c'est flagrant ce soir. Chacun vit sa réalité et avec tout ce que ça suppose, n'est pas toujours conscient du degré de difficulté auquel chaque patient est confronté. Et c'est normal, je veux dire, les professionnels de santé ne peuvent pas avoir une cartographie de tous les patients avec leurs problèmes. Par contre, c'est important d'avoir une équipe, et une équipe soit pluridisciplinaire, c'est une des clés, et en tout cas, ça va vraiment dans le sens des attentes du patient, qu'elle soit intégrée au sein d'une même structure ou peut-être à essayer d'organiser justement avec des intervenants qui sont plus indépendants les uns des autres, mais qui pourraient coordonner, comme vous l'avez si bien dit, professeur, le traitement finalement du patient pour le mettre au centre, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de schémas avec le patient au centre, et voilà, mais ça c'est de la théorie, et donc il est temps de passer davantage à la pratique, parce qu'il ne faut pas non plus faire croire à travers toutes nos discussions que tout est mal fait, c'est vraiment pas le cas. Et puis cette personnalisation, je pense que c'est quelque chose qui est criant. Ça témoigne du besoin de reconnaissance aussi, de voilà, ce qu'on vit. La sclérose en plaques, eh bien, elle s'invite dans votre vie et vous êtes condamné à vivre avec elle, ami ou ennemi. Alors ça prend peut-être du temps d'en faire une amie, même une amie un peu capricieuse, mais voilà, c'est votre réalité, donc il faut vous aider à y aller voilà, pas à pas. Et puis, améliorer peut-être ces premiers moments de diagnostic pour vraiment permettre aux patients, sans doute, de se poser et d'arriver à, quelque part, réaliser pour pouvoir intégrer. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à comprendre pour donner du sens et pour pouvoir contrôler. Donc voilà, il me reste à vous remercier tous les 5. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et en direct, parce qu'il y avait des questions préparées, des questions pas du tout préparées. Voilà. Et puis il me reste aussi à vous remercier, à vous qui nous avez suivis durant toute cette soirée, très nombreux. Et j'espère que voilà, les médecins qui nous ont entendus et qui ont aussi compris les attentes des patients pourront réfléchir aussi à tout ce qu'ils peuvent encore améliorer dans la prise en charge qu'ils mettent déjà au quotidien à la disposition des patients.
Donc voilà, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de faire d'autres tables rondes, puisqu'on voit que ça a quand même du bon. Et voilà, merci à tous et puis peut-être à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.